Madame, Monsieur, bonsoir. S'il est une chose qui singularise le professeur Viviane Ondoa-Biwele, c'est sa contribution essentielle à la bonne marche de l'administration publique camerounaise à travers une abondante production livresque. Avec une telle éminence, comment ne pas saisir l'occasion qui se présente à nous pour questionner l'administration publique camerounaise, son état de santé, ses perspectives également. Comme vous l'aurez sans doute compris, le professeur Viviane Ondoa-Biwele est notre invité ce soir. Elle vient de co-diriger avec Jean-Claude Tchewa l'ouvrage collectif « Loi sur les établissements et entreprises publiques au Cameroun, innovation et reculades ». Alors, c'est aux éditions Afredit. Bonsoir, professeur Viviane Ondoa-Biwele. Bonsoir, Guy Zogo, et merci de me recevoir. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors, vous venez de co-diriger cet ouvrage dont je parle. Il est publié aux éditions Afredit, dont Loi sur les établissements et entreprises publiques au Cameroun, innovation et reculades. Alors, c'est un ouvrage qui vient de paraître. Et pourquoi vous avez choisi de publier un ouvrage à l'heure qu'il est sur les établissements et entreprises publiques au Cameroun? Alors déjà, il faut dire que l'une des motivations qui a guidé la rédaction de cet ouvrage vient effectivement de la promulgation de ces lois le 12 juillet 2017. Et vous comprenez très bien qu'étant moi-même dans un établissement public, que je sois très intéressé par les mutations qui sont engagées par cette loi. Mais davantage, lorsqu'on lit cette loi, on se rend très bien compte qu'il y a une sorte de changement de paradigme. Et lorsque moi j'ai lu cette loi, je me suis posé deux questions. La première question, c'est de savoir qu'est-ce qui va changer. On nous annonce une loi, disons deux lois, qui viennent abroger une qui existait, celle du 22 décembre 1999. Et l'une des curiosités, justement, étant dans un établissement public, c'est de savoir qu'est-ce qui change. La deuxième curiosité, c'est dès l'entame de cette loi, et notamment en ce qui concerne la définition des concepts, on se rend compte qu'il y a des concepts nouveaux. Et des concepts nouveaux qui, au regard de ma discipline, ne peuvent laisser personne indifférent. Alors, lorsqu'on voit ces concepts, et je voudrais ici citer deux, il y a le concept de performance, et il y a le concept d'administrateur, qui sont définis dès le début des lois. Alors on se dit finalement, cette loi apporte, dès l'existence de ces concepts, une information importante, c'est que nous avons changé de paradigme. Nous sommes certainement passés d'un paradigme essentiellement administratif et procédural qui présidait dans la loi de 99 à un paradigme managérial. Et vous comprenez très bien que de ma posture déjà à l'ISMP... Vous êtes très à l'aise pour en parler. On reviendra de long, on reviendra sur les motivations. Voilà, d'accord. Ça, c'est d'abord la première, l'ouvrage, votre actualité. C'est ce livre, effectivement, que je présente à nos téléspectateurs, donc loi sur les établissements entreprises publiques au Cameroun, innovation et reculade. Alors je dois rappeler que vous disiez à l'instant que vous occupez des fonctions, vous êtes notamment directeur général adjoint de l'Institut supérieur de management public. C'est un institut qui se charge notamment du recyclage et de l'accompagnement de l'administration publique. Nous nous définissons en fait comme étant le cabinet du gouvernement en matière de management. Et donc nous avons deux missions principales, c'est recycler les agents publics, recycler les fonctionnaires, parce que vous savez que les fonctionnaires sont recrutés au niveau de l'ENAM notamment et d'autres institutions bien entendu, rentrent dans la fonction publique. Donc ils sont recrutés à la suite d'une formation à un métier et lorsqu'ils entrent dans la fonction publique, il faut continuer leur prise en main, il faut continuer à les mettre à niveau et l'Institut justement assure ce rôle. La deuxième mission de l'institution, c'est de contribuer également à l'accompagnement des réformes de l'administration publique. À travers la formation, bien entendu, la formation de courte durée, la formation de moyenne durée avec les certificats, et puis les formations de longue durée avec un master que nous réalisons sous la tutelle de l'Université Yaoundé 2. Et bien entendu, nous réalisons des études et des recherches. D'accord. Ce travail fait partie également. Ce travail, effectivement, je disais tout à l'heure, je disais à l'entame de cette émission que vous avez la particularité d'être très prolixe en matière d'écriture, de publication livresque, et je dois rappeler également que vous êtes l'auteur de la budgétisation par programme en Afrique subsaharienne entre balbutiement et résistance, publié aux éditions Eburni et aux éditions Clé. Alors, c'est cet ouvrage, il y a quelques années que vous l'avez publié. 2015, vous reveniez notamment justement sur le budget programme. Tout à fait. Voilà, qui est aussi une grande innovation dans l'administration publique camerounaise. Alors ça, c'est votre premier ouvrage que vous avez publié. Il s'agit en 2012, la PME camerounaise et le développement durable, défis, fondements et stratégies, aux éditions Clés.
Alors lui, il revient sur le financement des PME au Cameroun. L'accompagnement de manière globale. Oui. Mais surtout également, comment est-ce que les entreprises camerounaises affrontent ce défi du développement durable qui est désormais un défi auquel elles doivent faire face. D'accord. Et vous avez aussi publié Au secours, je suis patron, que faire aux premières heures de la nomination. Voilà, aux éditions Clé Toujours. Ces patrons-là qui se sentent seuls après leur nomination, c'est ce que vous dites? Oui, les premières heures sont des heures difficiles. Vous pouvez, croyez-en à ma petite expérience, après les agapes, après les youyou, après également l'ensemble de manifestations, après l'installation, vous vous retrouvez seul dans votre bureau et vous posez quelques questions préalables. Que faire? Comment le faire? Avec qui? Comment? Pourquoi? Toujours est-il que ce sont des questions qui occasionnent un ensemble d'angoisse. Et cet ouvrage vient justement donner une sorte de suggestion, par où commencer, quelles sont les étapes à franchir et surtout comment est-ce qu'on devrait se préparer à affronter effectivement ce défi du changement. Parce qu'être gestionnaire, c'est de pouvoir développer l'une des missions du gestionnaire ou du manager, c'est le terme que je préfère. C'est pouvoir aider une entreprise à se développer d'un point A à un point Z. Et c'est un processus qui est parcours qui peut être semé d'embûches. Tout à fait. Je voudrais simplement dire, au regard de ce que vous avez présenté comme ouvrage, qu'il y a deux problématiques qui se dégagent en fait de mes travaux. J'ai fait ma thèse sur les PME, l'accompagnement des PME, qui est également une réforme de l'administration camerounaise. Et la deuxième partie, ou bien la deuxième grande catégorie de mes publications porte sur la gouvernance, et notamment la gouvernance publique. Au regard de mon parcours, à savoir, j'ai été au ministère de la fonction publique, à l'ISMP, mais surtout également, lorsqu'on voit les mutations qui sont en cours, on se rend bien compte qu'on a vécu au niveau de l'administration publique un passage important de la bureaucratie au management. Ça, alors justement, c'est l'un des grands mots de votre grand mot MOTS, hein, de votre livre. J'avais peur, hein? C'est l'un des grands mots de votre livre, c'est justement le passage. Ce changement-là. Oui, ce passage au management. Alors, comment cela se traduit aujourd'hui? En fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a l'impression, c'est vraiment une impression, mais quand même une impression qui se fonde sur l'expérience que nous avons chaque fois que nous prenons des fonctionnaires en recyclage. On se rend compte qu'on ne voit pas clairement à travers, que ce soit les textes, que ce soit un ensemble de pratiques, on ne voit pas très bien la réforme, bien la mutation qui est en train de se faire. Souvenez-vous, en 2005, le Premier ministre et chef du gouvernement annonce à travers une circulaire que désormais, c'est la gestion axée sur les résultats qui est la philosophie de gestion retenue dans l'administration publique camerounaise. La gare. C'est un moment important lorsqu'on voit les évolutions, l'évolution dans notre administration publique camerounaise. Et en 2007, on a ce qu'on appelait à l'époque nouveau régime financier de l'État, qui est maintenant le régime financier de l'État, n'est plus véritablement nouveau parce qu'il date quand même de 11 ans. Et ce régime financier de l'État reprend effectivement cette philosophie en insistant sur des préoccupations de gouvernance et de performance. Je n'ai pas envie de dire qu'il n'y avait pas de performance avant, mais maintenant, plus que par le passé, on insiste sur le fait que les entreprises publiques ne doivent pas seulement être celles-là qui consomment le budget, mais elles doivent rendre des services de qualité, des services pertinents, parce que lorsqu'on parle de performance, il faut dire qu'il y a quand même un ensemble de déterminants qu'il faut percevoir. Donc, il faut être efficace, donc atteindre vos résultats, il faut être pertinent, il faut produire ce qu'attendent les populations. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on offre un service de qualité, ce n'est pas à l'endroit de l'administration, mais c'est pour les usagers. Et l'objectif est d'améliorer justement leurs conditions de vie et leur carrière. Et il faut être également éthiquement irréprochable. Et de ce point de vue, c'est quand même un gros chantier, mais c'est quand même un virage qui a été un virage suffisamment annoncé. Maintenant, il y a la durabilité. Il y a la durabilité, il faut être efficient. Nous sommes en situation de restriction de ressources. Le service doit être rendu au moindre coût possible et ça doit être un service de qualité. Donc, ce sont des concepts qui sont faciles à définir, mais dans les faits qui sont parfois difficiles à manier. Et notre préoccupation était de dire justement ce virage-là vient se renforcer avec les lois qui se mettent en place. Et donc, 2007, vous avez la loi sur le régime financier de l'État. Vous avez l'ensemble des discours du président de la République qui attirent l'attention sur la nécessité, l'urgence de la performance dans les entreprises publiques. Je n'ai pas envie de prendre également la dernière actualité, le programme avec le fonds qui insiste sur la qualité de la dépense, et même la loi de 2007. Et maintenant, nous avons en 2017 deux lois qui arrivent, qui viennent en fait changer la nature
on peut le dire ainsi, de la précédente loi, en insistant ou en mettant l'emphase sur ces notions. Alors, toutes ces réformes, c'est la conséquence d'un constat de ce que ça ne marchait pas ou alors qu'il y avait des insuffisances? Il faut dire que l'environnement évolue. Et ces réformes, les réformes que nous vivons ont été également vécues par d'autres pays. Et lorsque le contexte est celui-là, il y a un ensemble d'outils qui peuvent accompagner justement ce nouveau concept. C'est la raison pour laquelle je disais le passage de la bureaucratie au New Public Management, pour revenir à un concept très théorique. Les États-Unis ont connu ces moments-là, les pays de l'OCDE aussi. Toujours est-il que c'est un contexte qui impose un minimum de rationalité et qui impose également une cohérence et qui... Mais est-ce que cette rationalité a fait défaut jusqu'ici quand même? Pas nécessairement, mais une évolution qui s'imposait par elle-même. Monsieur Guizot, prenons un exemple simple, et je suis une femme, je suis bien placée pour comprendre cet exemple. Lorsque vous êtes en pleine abondance, il peut arriver que vous vous offrez quelques libertés. Absolument. Quelques libertés, vous pouvez vous offrir même des choses dont vous n'avez pas forcément besoin, qui relèvent soit du confort, soit qui améliorent également simplement votre confort. Mais lorsque vous êtes en période de restriction de ressources, vous agissez davantage sur les priorités. Et de ce point de vue-là, agir sur les priorités nécessite non seulement qu'on soit cohérent, qu'on soit rationnel, mais nécessite également qu'on ait une démarche parfois proactive, aussi réactive, dans tous les cas une démarche qui nécessite une attention beaucoup plus poussée, et c'est le cas actuellement. Lorsqu'on voit l'histoire de la gestion axée sur les résultats, disons du New Public Management, on se rend compte que ce sont des outils, parce que définissons rapidement, c'est l'empreinte des outils du privé dans le public, pour dire vraiment les choses de manière très prosaïque. Mais cette greffe-là, elle est possible? Est-ce qu'elle est possible? Très bonne question. En fait, est-ce qu'elle est possible? Elle est possible, c'est tout l'enjeu en fait. C'est tout l'enjeu. Je ne sais même pas s'il faut se poser la question de savoir si elle est possible. Elle devrait être possible. Parce que c'est le prix à payer pour sortir justement de cette situation assez délicate. Et le prix à payer également pour retrouver un minimum d'équilibre. C'est un peu comme si vous tombez malade, vous arrivez dans un hôpital. Vous êtes vraiment à l'état, on vous met en réanimation. En fait, on vous met en réanimation pour que vous atteigniez un niveau d'équilibre qui vous permette à nouveau, une fois sorti de la réanimation, d'avoir des habitudes normales. Mais au moins pendant cette période, vous devez observer un minimum d'éléments pour que votre santé puisse être une santé viable, qui vous permet justement d'aller un peu plus loin. Donc c'est des moments que plusieurs pays connaissent, que les entreprises également connaissent. Et à ces moments-là, il faut être très vigilant. Et c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'il y aura, et on le vit déjà, une inflation d'encadrement juridique. Vous avez vu la loi sur les marchés publics, la loi sur la maturation des projets, la loi... Donc, il y a un ensemble d'encadrements mis en place justement pour inciter les gens à être un peu plus prudents, un peu plus portés vers les priorités, parce que en situation de... Alors, vous écrivez le titre de votre livre, on le rappelle, c'est Loi sur les établissements et entreprises publiques au Cameroun. Il est important que le public sache quelle est la distinction qu'il faut faire d'abord entre un établissement et une entreprise publique. Voilà, c'est très important. Très bien, c'est très important parce que l'État se déploie de plusieurs manières. Vous avez les administrations centrales que les gens connaissent à travers les ministères. Et puis, vous avez également les entreprises du secteur public qui peuvent se diviser en deux catégories. La première catégorie, vous avez donc les établissements publics qui interviennent dans un secteur non commercial et non industriel. Ce sont les hôpitaux, ce sont les universités, c'est l'ISMP. Bref, ce sont des entreprises très souvent qui interviennent dans les secteurs sociaux. Parce que ce sont des secteurs qui nécessitent la production des services publics, parfois qui coûtent cher, mais qui doivent être rendus à l'usager à moindre coût. Pas forcément gratuitement, mais à moindre coût, il faut que le service soit à des coûts sociaux. Et ce sont des services qui sont subventionnés par l'État. Alors, ça, vous avez des entreprises qui offrent ces services. Maintenant, vous avez des entreprises qui interviennent dans les secteurs commerciaux et industriels. Et ces entreprises-là doivent produire du bénéfice, doivent également contribuer à l'économie de manière globale. Donc, elles doivent être rentables. Et il faut dire que ces entreprises-là méritent une attention particulière parce que déjà, elles jouent un rôle important dans le système productif. Elles doivent également, on attend d'elles qu'elles contribuent au budget de l'État, contrairement aux établissements publics qui peuvent être, caricaturons un peu, qui consomment ce qu'elles produisent, mais qui offrent un service aux usagers qui relèvent des exigences minimales ou vitales pour la vie.
D'accord. Alors, aujourd'hui, quand vous avez dressé un tableau comme celui-là, on se pose la question, quel est le bilan du fonctionnement de ces établissements au Cameroun aujourd'hui? Quel est le bilan qu'on peut en faire? Alors, ils sont dans quels résultats ont été obtenus jusqu'ici globalement? Peut-être avant de présenter Oui. le bilan, présentons quand même l'importance de ces entreprises. Oui, tout à fait. Parce que lorsqu'on en parle, c'est vrai, on peut avoir quelques étiquettes, déjà Oui. Wacamtel, Sonara, mais il faut Voilà. quand même rappeler qu'elles représentent environ 184 entités économiques. Oui. Alors, elles représentent 184 entités économiques. En 2015, elles ont mobilisé 2,114 milliards de budget, ce qui représente 54% du budget. Donc, oui. en termes de contribution de l'État oui. au fonctionnement de ces entreprises-là, on voit très bien que leur contribution prend bien, un peu plus de la moitié du ce budget. oui. En ce qui concerne l'emploi, rappelons-le Ah oui, aussi, tout à fait. si on ne prend que le cas de la CDC, CDC, deuxième employeur. après l'État, Après c'est l'État, 22 000 employés. employés. Oui. Alors, une étude de la Banque mondiale rappelle également que 17 entreprises mobilisent à elles seules, entreprises publiques, Public, oui. 40 000 employés. Et lorsqu'on oui. voit dans les 184 entreprises publiques, on peut imaginer qu'elles peuvent mobiliser à elles seules près de 200 000 employés, ce qui est quand même un poids assez intéressant. Ce qu'il faut aussi rappeler. Autant pratiquement que la fonction publique, à la limite. Ben oui, oui, puis tout sa à fonction fait. publique, c'est 310 000. 310 000, c'est pratiquement les mêmes chiffres qui se tiennent. Un peu moins, mais Moins, à peu oui. près le 2 tiers. Le 2 tiers, oui. À peu près Un le peu 2 moins. tiers, ce qui est Voilà. quand même important. Ce qui oui. est important. Alors, une fois qu'on l'a dit, rappelons également que les acteurs stratégiques qui sont appelés à gérer ces entreprises, à savoir les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration, les membres du conseil d'administration représentent à peu près 2760 personnes. Donc, vous imaginez très bien qu'il s'agisse du budget, qu'il s'agisse de l'emploi, que ces entreprises ne méritent pas l'indifférence dans tous les cas. Alors, vous avez parlé des résultats. Des résultats, oui. C'est-à-dire qu'il est évident que depuis un certain nombre d'années, je ne sais pas quelle période, votre thèse de doctorat parle quand même, 2004. de 70 à 2000. Non, de 70 à 2000. Ah, voilà. Et de 70 à 2000. L'évaluation des aides publiques. Des aides publiques. Voilà. Mais si on prend les entreprises dans une fourchette, disons, on va prendre avant le programme du FMI, pardon, 88, et puis on remonte. D'accord. Oui. Bon, il faut dire que là, vous évoquez là un point important, parce que la fonction publique a quand même connu une fracture importante après la crise des années 85. Oui, tout à fait. Il faut dire que de 85 à peu près 2000, nous sommes en plein ajustement. Absolument. Et il faut attendre 2003 avec oui. le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté à l'époque, le DSRP, pour rentrer à nouveau dans la planification de long terme et envisager la fin de l'initiative PPT en 2006. En 2006. Oui, il faut dire quand même, depuis 2006, l'État a repris la souveraineté de ces projets. Et depuis cet instant-là, je pense qu'il y a eu une sorte de... Une leçon que nous avons retenue, c'est que plus jamais ça. Sauf que l'actualité et l'environnement et surtout le contexte nous ramènent à nouveau au Fonds monétaire international. Et la question se pose avec la même ampleur. Alors, ce qui se passe, j'imagine, je ne suis pas dans l'esprit du législateur, c'est que nous souvenons quand même que nous avons vécu l'époque des privatisations. Absolument. Alors, on peut soupçonner que les lois de 2017, qui viennent corriger peut-être les dysfonctionnements évoqués, tendent à nous dire, nous ne voulons plus peut-être vivre le passage des privatisations. Et si nous ne voulons pas passer par les privatisations, nous avons l'obligation d'être performantes. Et nous mettons en place un cadre réglementaire nécessaire pour que ces entreprises soient performantes. C'est comme ça que moi je lis en fait l'avènement de ces lois. Cela voudrait dire que vous estimez que on en a terminé avec les privatisations. On n'en parlera plus dans tous les cas. Le portefeuille des sociétés. C'est une spéculation. Moi, je ne peux pas engager là. Non, je n'ai pas le privilège. Vous n'avez pas le privilège de la position. Voilà. Mais donc, je voudrais quand même revenir sur les chiffres. Oui. Sur les chiffres. Alors là, c'est une évaluation qui a été faite dans une étude qui a été conjointement réalisée entre la Banque mondiale et le Cameroun. C'est le mémorandum économique que la Banque mondiale rédige tous les ans. Alors, dans ce document, on nous rappelle quand même que le secteur des entreprises publiques reste toujours vaste, son impact est important. Je vous rappelle quelques chiffres.
Et surtout des chiffres intéressants avant 2010. Ah, voilà. Des chiffres peut-être moins intéressants après 2010. Oui, on en parlera. On en parlera. Les chiffres, on parlera. Alors, on rappelle quand même qu'en 2013, le chiffre d'affaires de l'ensemble des établissements, des entreprises publiques était de 1400 milliards. Ça, c'est le chiffre d'affaires, soit environ 11% du produit intérieur brut. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça, c'est le chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est le résultat net. Et parce que le résultat net, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires moins les charges. Absolument. Alors, quand on se rend compte que pendant la même année, en 2013, bien qu'ayant ce chiffre d'affaires, nous avons quand même une perte sèche de 13 milliards. Ça veut dire que nous avons eu des charges qui étaient supérieures au chiffre d'affaires réalisé. Donc, nous avons une perte de 13 milliards environ. Et donc, malgré cet accroissement, depuis 2010, ce résultat net est allé décroissant. Alors, qu'est-ce qu'il explique? Très bonne question. Qu'est-ce qu'il explique? Est-ce qu'on a eu... c'est vrai qu'en même temps, l'opération Épervier battait son plein. On a vu quand même un certain nombre de gestionnaires en délicatesse. Est-ce que c'est simplement de la mauvaise gestion ou alors il faut faire un distinguo? On doit dire faute de gestion, détournement. Il y a eu tout ça dont on a parlé dans le cadre de cette opération Épervier. Ces mauvais chiffres à partir de 2010, vous qui êtes l'expert, peuvent expliquer comment? Peuvent expliquer. Quand on a un résultat net qui est négatif, il y a plusieurs explications possibles. Au moins, il y a une qui est évidente, c'est que l'entreprise se porte mal. Alors, si elle se porte mal, on peut commencer à mener un diagnostic. J'imagine que le législateur, dans son analyse, a pensé qu'il fallait prendre de nouvelles lois, un nouveau cadre juridique. Et lorsque vous voyez l'exposé de motifs de ces lois, cette mention est rappelée que avoir les deux lois ou alors gérer les deux catégories d'entreprises publiques dans la même loi pouvait justifier ou expliquer les dysfonctionnements observés. Quoi qu'il en soit, nous pouvons faire confiance au législateur qui doit apporter une réponse à ces différents dysfonctionnements à travers ces lois. Donc la question était donc toute simple. Est-ce que ces lois sont donc aptes, au regard des dispositions qui sont mentionnées, à corriger le dysfonctionnement de la loi de 99 ou alors des contre-performances qui restent chroniques depuis 2010, donc qui durent quand même depuis bientôt 8 ans. Oui, justement. Est-ce que cette nouvelle loi, si on en juge par le fait qu'elles entrent à peine, elles commencent à être mises en branle, est-ce qu'on peut penser de prime abord qu'elles vont corriger ces problèmes? C'était ça l'idée, en fait, ou la question principale de cet ouvrage. Et lorsqu'on abordait justement cette question, il était nécessaire, non seulement de bien les comprendre, et surtout de bien les analyser sous plusieurs prismes. Parce que lorsqu'on parle d'entreprise, on aborde un ensemble de problématiques qui ne touchent pas simplement au droit, qui ne touchent pas seulement à la comptabilité, à la finance, mais qui peuvent aller jusqu'à toucher au système politique. Parce que lorsqu'on lit cela, on peut se poser la question de savoir comment fabrique-t-on des gestionnaires, ou je voulais dire comment fabrique-t-on de bons gestionnaires. Parce que c'est un peu ça l'un des enjeux de cette loi, c'est de dire nous avons besoin d'une génération nouvelle d'entreprises et donc d'une génération nouvelle d'acteurs aptes à conduire les entreprises vers la voie de la performance. Et lorsqu'on parle d'acteurs ici, on ne se limite pas aux entreprises publiques. Vous avez les tutelles, vous avez dit les ministères, vous avez la tutelle technique, vous avez la tutelle financière. J'ai même envie d'aller plus loin. Vous avez également tout le dispositif politique qui accompagne justement le choix de ces gestionnaires. Donc la question ici était de dire, d'accord, le législateur opte pour un virage qui est un virage important, celui de la performance. Est-ce que toutes les conditions de la performance sont mises en place? Oui, alors c'est pour ça que vous dites innovation et reculade quand même. Vous marquez une interrogation quand même malgré ces réformes, ce chantier des réformes. Il y a quand même des interrogations, des reculades. Vous avez noté par exemple la responsabilité des directeurs généraux entre la question des conseils d'administration, des présidents des conseils d'administration et les directeurs généraux. Il y a quand même, le directeur général paraît beaucoup plus exposé. Bon, déjà, revenons à une avancée importante pour répondre à cette question directe, parce que votre question est très directe. C'est que nous nous sommes rendus compte que la loi a apporté une précision importante, ou alors une différence importante par rapport à 1999. Dans la loi de 1999, il est précisé que lorsque le conseil d'administration prend des résolutions, la tutelle a 15 jours pour se prononcer, valider ou invalider
ces résolutions. Dans la loi de 2017, c'est clair, la tutelle ne se prononce plus. Voilà. Ça veut donc dire que le conseil d'administration a les pleins pouvoirs pour prendre des résolutions, disons des décisions, parce que les décisions sont prises sous forme de résolutions. Et je parle à des entreprises publiques qui permettent justement d'assurer la bonne marche de l'entreprise. Donc on a supprimé un escalier hiérarchique qui permettait peut-être, qui pouvait donner l'impression qu'il y a une sorte de bureaucratie supplémentaire. Et ça c'est important. Et donc on a renforcé le rôle ou la responsabilité du conseil d'administration. Maintenant, les membres du conseil, le président et les membres, ont la pleine responsabilité d'apporter l'assurance de la bonne marche et surtout de garantir la bonne marche de l'entreprise. C'est elle qui oriente, c'est elle qui arrête la stratégie de l'entreprise, c'est elle qui évalue, c'est elle qui sanctionne. Et je pense qu'elle joue un rôle désormais très important. Les directeurs généraux sont beaucoup plus exposés actuellement dans cette loi-là. Est-ce qu'il n'est pas prévu la responsabilité pénale des directeurs généraux? Alors, et ça c'est un paradoxe important. La responsabilité pénale des directeurs généraux est beaucoup plus engagée par rapport à celle des membres du conseil qui, eux, ont visiblement beaucoup de pouvoir. Mais le directeur général semble être à la limite une sorte de fusible, finalement. Non, en fait, c'est le directeur général qui rend compte devant les tiers, donc devant les juridictions, devant l'ensemble des parties prenantes. Et on se rend compte que dans ce contexte-là, si le directeur général ne travaille pas en bonne intelligence avec le conseil d'administration, il peut lui être appelé à exécuter des actions qui sont décidées, peut-être contre son gré, peut-être contre la direction qu'il aurait bien pu choisir. Et malheureusement, il serait amené, lui, à rendre compte de cette direction-là. Donc, c'est un paradoxe qui a été relevé dans l'ouvrage, c'est que nous avons renforcé, le texte renforce le rôle des membres du conseil d'administration, et c'est le directeur général qui rend compte devant les tiers. Nous sommes allés, nous avons poussé la réflexion plus loin en posant la question de savoir si, dans le cas des délibérations des conseils d'administration, on ne pouvait pas également imaginer à un moment donné qu'on interpelle la responsabilité des conseils, du président du conseil et des membres. Parce que pour l'instant, dans le texte, c'est que les décisions se prennent à l'unanimité. On fait l'hypothèse qu'il y a une entente parfaite. Ce qui n'est pas le cas. Non, ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on ne s'entend jamais. Pas toujours, on peut s'entendre. On peut quand même s'entendre. Mais il y a des questions qui peuvent être des questions délicates et pour lesquelles certains administrateurs peuvent avoir des réserves. Et de ce point de vue-là, la loi ne prévoit pas d'alternative possible. Le conseil d'administration semble porter une responsabilité unique, collégiale. Et dans ce cas-là, est-ce que le fait qu'on ait élagué la question, de la tutelle, ne va pas d'une certaine manière être considéré aussi comme un revers, un revers ou alors une insuffisance, parce que la tutelle pouvait encore jouer ce rôle, pouvait encore intervenir. Lorsqu'on laisse le directeur général seul face au conseil d'administration, il n'a pratiquement pas de voie de recours. Mais monsieur Guizogo, lorsque je vous parle du changement de paradigme, en fait, il n'est pas question de mettre le directeur général dans une camisole de force. Non. Il n'est plus évalué à l'aune de la procédure, ou tout au moins ne devrait plus être évalué au regard de cette loi. Il ne devrait plus être évalué à l'aune de la procédure. Il n'est pas là pour exécuter. Il est là pour... C'est un stratège. Il doit être proactif. Il doit être proactif. Il doit faire face aux risques. Il doit même profiter des opportunités qu'offre l'environnement. Donc finalement, la discipline qu'on tendait justement à imposer aux gestionnaires, qui apparaît quand même encore quelque peu dans les lois, devrait être relativement relâchée pour permettre aux gestionnaires effectivement d'assumer ce rôle de stratège. Ce que nous avons un peu regretté, c'est que dans cette loi, qu'on ne définisse pas le manager. On a défini l'administrateur, peut-être au regard du rôle qu'on lui attribue, mais le manager est resté celui-là qu'on connaît dans les autres lois comme étant le gestionnaire de crédit. Non, non et non. Le manager, le directeur général n'est pas un gestionnaire de crédit. Le directeur général est un stratège dont la responsabilité est de créer de la valeur et d'amener l'entreprise à un niveau de développement supérieur par rapport à la situation qu'il a trouvée. Et de ce point de vue-là, il était quand même bon, sans vouloir faire de critique au législateur, que le rôle du manager soit bien défini et surtout que ses marges de manœuvre lui soient reconnues. Alors, vous avez certainement vu l'ouvrage, le dernier ouvrage de Urbain Olanguenawa, non? Oui, je l'ai lu. Ah, voilà, qui écrit sur l'urgence d'un nouveau pacte républicain et social, rêve d'avenir pour le Cameroun, mais il consacre tout un chapitre sur les entreprises publiques. Et justement, dans ce chapitre,
Urbain Olanganawana s'interroge notamment sur le fait que, alors il écrit, Urbain Olanganawana, il faut craindre que le large spectre défini ne soit pas un prétexte commode pour une inflation des créations, là où seule la nécessité pour l'efficacité devrait être la règle. C'est quelque chose, il le dit justement dans ce chapitre 5 consacré au défi d'une gouvernance performante des entreprises publiques et des établissements publics. Donc, il estime qu'on a peut-être un peu trop élargi le champ des entreprises publiques. En fait, il faut dire que le législateur n'a peut-être pas voulu être très limitatif pour laisser la possibilité, justement, à l'ensemble des opportunités qui pouvaient se présenter à l'environnement. Il évoque, M. Olangana évoque un ensemble de problématiques dont certaines trouvent réponse dans la loi et peut-être d'autres moins. Lorsqu'il évoque, par exemple, dans son ouvrage, la préoccupation d'une cohérence et d'une complémentarité entre ces entreprises publiques, c'est de mon point de vue, c'est une problématique importante. Nous avons, j'ai dit 184 entreprises et établissements publics. Il est bon de voir comment est-ce que ces entreprises cohabitent pour servir un objectif global. Il serait peut-être bon pour certaines d'entre elles, il y a des entreprises qui ont été créées dans les années 70, 80, 90. Entre-temps, l'administration publique a été traversée par un ensemble de crises. Est-ce qu'elles sont toutes pertinentes encore? Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles qui devraient être créées? Est-ce qu'il n'y en a pas qui devraient fusionner? Je pense que c'est une problématique intéressante. C'est vrai qu'elle se pose pour les entreprises publiques. Elle se pose également pour l'administration publique de manière globale. C'est une cohérence qui est une cohérence de bon sens qui devrait être justement adressée. Alors, Urbain Olanganawana, on relève aussi qu'il faut privilégier la compétence dans les choix des dirigeants. Alors, c'est un aspect peut-être beaucoup plus politique. Non, même pas. Parce que dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, en ce qui concerne la stratégie, la gouvernance et la gestion stratégique de l'État, c'est une position qui est affirmée dans ce document. C'est que c'est la compétence qui doit désormais guider le choix des personnes, qui doit également guider la sanction des gestionnaires. Je pense que de ce point de vue, manager, de ce point de vue-là, il revient simplement, il insiste simplement sur ce qui est déjà dit. Sauf que c'est souvent dit dans les documents, c'est souvent dit dans les discours, et peut-être c'est une interpellation importante. C'est pour ça que ces lois et cet ouvrage, permettez-moi de revenir sur l'ouvrage, est suffisamment pédagogique et permet justement aux acteurs qui sont impliqués et surtout invités à gérer les entreprises publiques. Cet ouvrage est intéressant en ce sens qu'il indique justement la voie à suivre. Quand vous prenez cet exemple-là, on relève dans l'ouvrage que l'une des préoccupations qui peut être une préoccupation importante, c'est que tous les principaux acteurs, les acteurs stratégiques, à savoir le directeur général adjoint, le président du conseil d'administration et l'ensemble des membres du conseil d'administration tirent leur légitimité d'une seule autorité, le président de la République. C'est lui qui signe les actes. Dans le document, il y a des procédures qui sont implicitement évoquées, notamment on dit 6 mois avant la fin du mandat du directeur général, le président du conseil d'administration prend un acte pour informer, etc. Mais on se rend quand même compte que le fait de ne pas avoir cette hiérarchie également de pouvoir peut être bloquant pour l'entreprise. Et il serait peut-être bon de décentraliser un peu le pouvoir pour que les décisions se prennent à certaines. Mais c'est un choix du législateur, un choix qui est respectable. On attire simplement l'attention sur le fait que dans la gestion, dans le cadre de la performance, il est bon que le pouvoir soit relativement réparti et que les gens rendent simplement compte de leur responsabilité des résultats qu'ils produisent. Alors, un autre point soulevé par le ministre Olanganawana, c'est la question de l'encadrement de la rémunération des directeurs. Alors, on a entendu, il y a eu de grands débats avec beaucoup de polémiques sur cette question-là. Oui, il faut dire que la Chambre des comptes, d'ailleurs tous les ans, on revient là-dessus parce qu'il y a un décret de 87 qui fixe justement la rémunération des acteurs sociaux de ces entreprises-là. Ce que le texte dit, la loi de 2017 dit, c'est que la rémunération des dirigeants et même leurs avantages, dans la rémunération, j'ai voulu dire les salaires et les avantages, donc ils forment la rémunération. Cette rémunération est arrêtée par le conseil d'administration, conformément ou en respect des textes en vigueur. Maintenant, il faut bien cibler. Si c'est le texte de 87,
il semble dépasser au regard de la pratique. Mais nul doute qu'il y aura certainement d'autres tests qui viendront préciser justement cet encadrement, parce qu'il y a eu quand même quelques libertés qui ont été observées ici et là et qui peuvent justement justifier des dérives qui ont été très souvent interpellées ou alors rappelées par la Chambre des comptes. Je crois que nous avons tous vécu l'actualité. Absolument. On a entendu des polémiques, on a entendu des accusations et des contre-accusations sur cette question de la rémunération des dirigeants des entreprises publiques. Alors, professeur Viviane Ondoa-Biwole, sur la question de votre ouvrage, je pense que nous avons évoqué quelques aspects, sauf si vous aviez encore... Peut-être une petite reculade qui me tient à cœur. Oui, laquelle encore? Une petite reculade qui me tient à cœur. Oui. Parce qu'en fait, lorsqu'on voit l'évolution tout au moins théorique des théories de la gouvernance, on se rend compte que nous sommes quand même à l'ère de l'implication de l'ensemble des parties prenantes. Lorsque vous voyez l'engagement, l'interpellation des entreprises vers le développement durable, la responsabilité sociale des entreprises, c'est qu'on estime que l'entreprise appartient pas seulement à l'État, pas seulement aux dirigeants, mais à un ensemble de parties prenantes. Et la loi de 1999 prévoyait pour les entreprises publiques qu'on ait dans le conseil d'administration, outre le représentant du personnel, qu'on ait également le représentant des bénéficiaires et des clients. Dans la loi ça a été supprimé. On les a enlevés. Et pourtant, nous, on s'attendait à ce que cette représentation soit plutôt accrue. Si on fait l'hypothèse que ce n'est que pour des raisons peut-être que nous comprendrons par la suite au niveau du conseil, mais au moins c'est une surveillance ou alors une implication qui pour nous est stratégique parce que c'est celle qui est en vigueur. Même les employés doivent être capables, parce que propriétaire de l'entreprise d'une certaine avoir des actions. Un regard sur la gestion de l'entreprise. Il faut qu'il y ait une plateforme où ces employés puissent s'exprimer. C'est pareil pour les bénéficiaires, c'est pareil pour les clients, c'est pareil pour les fournisseurs. Donc on a l'impression que l'État s'est resserré autour de lui-même. C'est une ouverture qui a été refermée. Nous voulons simplement croire que c'est une mauvaise lecture de notre part. Mais sinon, l'enjeu serait quand même que l'entreprise publique, comme les autres entreprises, soit également ouverte à cette problématique, qui garantit également la performance, qui met une certaine pression également au niveau des dirigeants, qui surveille les dirigeants d'une certaine manière, parce que la tendance serait donc à dire, ok, comme je ne suis nommé que par le président de la République, comme je ne suis évalué que par les membres du conseil d'administration, les bénéficiaires peuvent... Ils peuvent aller se faire voir. Bon, peut-être pas autant. Et pourtant, c'est pour ça que c'est pour eux que nous existons, et c'est eux qui constituent la principale préoccupation. Alors, mais on peut imaginer que s'il y avait des voies de recours, s'il y avait des actions qui devaient être entreprises par les bénéficiaires, elles pourraient, dans ce cas-là, sans filtre, elles pourraient se montrer désobligeantes à la limite, lorsque ça ne marcherait pas. Bon, c'est vrai que l'État a également prévu d'autres mécanismes. J'imagine que c'est pour ça que la loi s'est probablement refermée. C'est qu'il y a le cas des dénonciations. Il y a également la CONAC, la NIF. Il y a également les cas de... Mais elles se font au loin quand même, professeur. Elles se font au loin, puisqu'il s'agit d'écrire à la CONAC qui va consigner dans son rapport. Parfois, bon, ce rapport, est-ce qu'on va en tenir compte? Il va encore falloir attendre que le chef de l'État décide d'actionner, lui, quelque chose contre le dirigeant de l'entreprise. Mais si la présence des représentants des ça clients, pouvait créer une régulation un peu plus spontanée, qui semblait la prise en compte de leurs préoccupations. Mais il n'en demeure pas moins vrai que les gestionnaires conscients, les managers conscients de cette préoccupation vont donc mettre en place des dispositifs qui permettent justement de tenir compte de ces préoccupations. Vous entendez souvent parler des boîtes à suggestions. Elles vont se multiplier parce que dans tous les cas, la pression va se faire de plus en plus importante. Les médias, les vrais, les bons, les gentils et les méchants, vont se charger de le faire si nous-mêmes nous ne faisons pas suffisamment attention. Ce qu'on voudrait simplement rappeler, c'est que le contexte évolue. Les gens sont devenus de plus en plus exigeants au niveau de la qualité, de plus en plus exigeants également au niveau du nombre de besoins à satisfaire. Et paradoxalement, les ressources, elles ne sont pas aussi nombreuses. Ce qui pose la question justement de la performance et qui se présente un peu comme une épée de Damoclès sur la tête des managers. Désormais, être manager, ça va quand même demander pas mal de résistance émotionnelle, physique, parce que au-delà de ce qui est possible de faire, il y a des choses également qui sont demandées, qui ne sont pas possibles, mais auxquelles il faut faire face et auxquelles il faut parfois trouver des réponses
au niveau des mots, Oui. et également des réponses au niveau des actes et des résultats. Alors, je crois que sur ce point, de toutes les manières, on reviendra largement encore sur votre ouvrage, sur ces éclairages utiles que vous nous apportez sur le fonctionnement des établissements, entreprises et publics au Cameroun. C'était d'abord une première salve, on aura donc l'occasion de revenir de long en large sur ces questions-là. Alors, l'autre chantier qui est en cours dans ces pays et que vous connaissez très bien, puisque vous avez été aussi à la fonction publique, hein, vous avez été en charge de... Inspecteur général. Inspecteur général. Alors, vous avez déjà une vie qui commence à être plutôt bien fournie. Je ne suis pas jeune non plus. Vous avez une vie qui commence à être bien fournie. Je ne suis pas jeune non plus, j'ai quand même 47 ans. Bon, mais ce n'est pas aussi vieux que ça. J'aurai 47 ans en novembre. Ce n'est pas aussi vieux que ça. Et je travaille quand même depuis 98. Voilà. J'ai 20 ans d'expérience professionnelle. Alors, la fonction publique, vous la connaissez très bien? Un peu. Un peu? Ah, j'avais envie de dire comme votre poche, puisque vous avez été inspecteur général. C'est trop prétentieux. C'est trop prétentieux. D'accord. Bon, alors, vous avez été inspecteur général de la fonction publique. Il y a ce chantier, justement, de la réforme de la fonction publique, notamment avec un dossier qui fait beaucoup de vagues, le contrôle de la masse salariale. Alors, professeur Viviane Ondoabiwele, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi il y a autant de vagues sur cette question? Alors, en fait, vous prenez le problème, mais merci déjà de cette question, hein, je pense que ce n'est pas à moi que vous devriez l'adresser. Au ministre de la fonction publique? Voilà. Ou alors au ministre des Finances. Ce sont les deux qui ont quand même suffisamment d'informations. Moi, je vais simplement faire une analyse de l'extérieur, oui, en restant très modeste et très mesuré dans les propos que je vais avancer. Et en m'accordant également le droit à l'erreur, parce qu'il peut arriver que je me trompe. Alors, je voulais simplement dire que vous prenez... Le problème par sa conséquence. Oui. Il faut recommencer beaucoup plus haut la cause. Parce que la masse salariale... La masse salariale, c'est trop de recrutement? Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que la masse salariale est en fait le reflet d'une politique de gestion des ressources humaines. Ah, voilà. Donc, lorsqu'on pose le problème de la masse salariale, en fait, implicitement, vous questionnez toute la politique de la gestion des ressources humaines. Absolument. Alors, vous pouvez aussi implicitement questionner la préoccupation de la maîtrise des données. Des données. Ça aussi, c'est un élément important. Et lorsqu'on voit la masse salariale, vous dites bien masse salariale, derrière salarial, il y a salarié. Donc, il y a le nombre, la qualité, le grade, etc., qui rendent compte effectivement de ce poids. Alors, lorsqu'on l'a dit, on peut également poser un certain nombre de questions. La première question, c'est de savoir, lorsqu'on aborde la question de la masse salariale, bien entendu, on touche aux salariés, mais on touche surtout au suivi de ces salariés. Et donc, on touche à la préoccupation de la gestion des ressources humaines de l'État. Et lorsque je le dis, je n'ai encore rien dit, en fait. Je n'ai encore rien dit. Les chiffres sont problématiques quand même. Voilà. On peut aborder cette question soit avant l'entrée dans la fonction publique, soit en étant déjà dans la fonction publique. Prenons le plus simple. Nous sommes déjà dans la fonction publique et nous avons ces salariés. Première question qu'on va se poser, il faut gérer leur présence. Il faut gérer leur mobilité, il faut gérer également leur vie, parce qu'il y en a qui meurent, il y en a également qui font des enfants. Donc vous voyez que cette masse salariale est impactée par un ensemble d'éléments qui relèvent de la vie. Parce que vous savez qu'il y a des allocations familiales. Donc, la masse salariale, c'est normal qu'elle bouge. Il y a des avancements. Il y a des avancements, voilà, il y a une carrière. Il y a des rappels, donc il y a une carrière. Une carrière à faire. Donc lorsqu'on touche à la masse salariale, vous voyez qu'on touche finalement à toute cette politique et à tous ces enjeux. Ce que moi je pense, pour ne pas me mettre simplement dans une optique budgétaire, c'est qu'il faut donc questionner tous ces processus. Première question, et je l'ai dit d'ailleurs dans une tribune, lorsque se pose la préoccupation de la masse salariale, il faut chercher à comprendre si nous avons les ressources humaines formées, compétentes, qui peuvent rendre compte de cette question. Je m'explique. Dans les ministères, si nous voyons, attaquons d'abord la structure. Sur 35 organigrammes qui existent, que nous avons analysés, il y en a seulement 6 qui ont des directions des ressources humaines. Dans le reste? Symboliquement, c'est important parce que le reste des services, c'est des bureaux. Et de ce point de vue-là, on peut se poser la question de savoir comment est-ce que la gestion des ressources humaines est prise en charge dans les ministères. Première question structurelle. Deuxième question, qui porte
la gestion des ressources humaines, est-ce que ces personnes sont aptes à rendre compte justement de ces mobilités, de cette gestion de la carrière? On peut également se poser la question, parce que gérer les ressources humaines relève quand même d'un métier. Je voudrais simplement dire, j'ouvre la parenthèse et je la referme rapidement, que lorsqu'on parle de performance, lorsqu'on parle de management, il s'agit d'un métier. Si nous prenons 7 ans pour former un médecin, il faut savoir que nous avons besoin d'autant de temps pour former un bon manager. Et les questions que nous abordons, qui touchent à la performance de l'entreprise, nécessitent justement des compétences. Et de ce point de vue, en ce qui concerne la gestion des ressources humaines, il y a des compétences qui doivent être présentes dans les organisations. Ça, c'est la première question. Maintenant, qui sont nos gestionnaires de ressources humaines? Ce sont des hauts responsables sortis de l'ENAM, qui ont été formés à des métiers, mais pas forcément à la gestion des ressources humaines. D'où l'importance de l'ISMP. C'est qu'à un moment donné, lorsque vous êtes responsabilisé ou lorsque nous avons une réforme aussi importante que celle qui est engagée, il faudrait que toutes les problématiques de management qui sont abordées puissent être adressées au niveau de la formation. Parce que là, on a fait un petit calcul, ça fait à peu près 525 personnes, parce que nous avons en moyenne 15 personnes dans chaque ministère qui portent la fonction de la gestion des ressources humaines. Si nous prenons les 35 ministères, nous sommes à peu près à 525 personnes qu'on peut prendre en main, former, capacité et puis également mis à l'action. Donc le problème de la masse salariale, comme je vous disais, c'est vraiment une conséquence de tous ces manquements, d'un ensemble de processus. C'est vous qui parlez de manquements. On peut questionner le processus. Dans tous les cas, c'est un indicateur qui atteste quand même de ce que certains processus peuvent être dysfonctionnels. Alors cela voudrait dire, quand je vous entends, professeur Viviane Ondoa-Iwele, ça voudrait dire que si j'y pèse, Antilope, si j'y pèse, tout cela, c'est un échec. Mais écoutez, le CIGIPES n'est qu'un outil informatique, mais derrière le CIGIPES, il y a la compétence en RH. En fait, ce sont les données que nous mettons dans le CIGIPES qui fait de l'outil un outil performant. Donc, c'est un peu comme si vous avez votre ordinateur, et puis vous dites l'ordinateur ne marche pas. Non, il marchera quand vous allez saisir un texte. Vous saisissez le texte, vous dites, mais il ne va pas, il ne met pas le point, il ne va pas à la marge. Il faudrait que vous mettiez le point. Mais il faut faire la mise en forme. Donc, en fait, l'outil nous donne des facilités en termes de rapidité, en termes de prise de décision, mais derrière, il y a une ingénierie. Il y a une ingénierie au niveau des compétences. Et c'est cette ingénierie, en fait, qu'il faut questionner. L'outil informatique lui ne pose aucun problème. Mais quand même, ce sont des échecs. Mais bien sûr. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on parle de management. Ce qu'on me dit, c'est que si les gens sont formés, c'est pour rendre compte et pour faire face à ces difficultés. Prenons ça comme des difficultés. Cela voudrait donc dire que nous sommes dans une impasse. L'opération que le ministre des Finances vient de lancer, vous la trouvez comment? Vous pensez qu'elle est... Elle est salutaire. Dans tous les cas, c'est une évaluation ponctuelle, mais qui ne va pas résoudre le problème à long terme. Et c'est normal qu'il y ait des évaluations aussi régulières. Ça peut être tous les 3 ans, ça peut être tous les 5 ans, ça peut être tous les 10 ans. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème, c'est cette opération ne vient pas corriger les dysfonctionnements. Ça veut dire que cette opération vient faire le point, vient quelque peu nettoyer le fichier, mais il faudrait à nouveau que le fichier soit suivi. Elle est salutaire, l'opération, mais après... Mais on revient à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faudrait former. Absolument, absolument. Mais il y a quand même, on a quand même eu l'impression, on a le sentiment, peut-être pas l'impression, mais ce sont des faits qui peuvent être, qui sont à la limite avérés. Il y a eu une véritable implosion des recrutements du nombre de fonctionnaires. Alors on était sorti de la crise économique, du plan d'ajustement structurel, on est rentré dans l'initiative PPTE, mais là les chiffres sont allés plutôt très vite. Bon, ça dépend de... On est à 320 000. 310 000. 310 000, ce qui est quand même important. À un moment donné, on était à moins de 200 000. Par rapport à quoi? Oui, par rapport Je voudrais quand même rappeler que l'Afrique centrale est l'une des rares zones où le taux d'encadrement de la population, si on fait le rapport entre agents publics et population, reste chronique autour de 1%. Juste pour dire que lorsqu'on parle de pléthorique, ce n'est pas par rapport aux besoins, j'imagine. Dans tous les cas, si c'est le cas, ce n'est pas vrai. Parce que nous avons à peu près 22 millions d'habitants. Avoir 310 000 fonctionnaires, ce n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Les taux ailleurs sont en moyenne de 10%. Dans le meilleur cas, parfois de 18%. Et dans les pays comme la Chine, parfois de plus de 50%. Donc, juste pour dire effectivement que lorsqu'on parle de pléthorique, ce n'est pas par rapport aux services à offrir. Peut-être c'est par rapport à la capacité
ou alors au budget, ou je ne sais pas trop, mais toujours le mot pléthorique, ou alors explosion, ou alors implosion, pardon, devrait être collé à un élément qui nous permet de faire la comparaison. Alors, ce que moi je voudrais peut-être penser, ce n'est pas tant de comparer les moments, parce qu'il y a également une évolution, hein, il y a des besoins qui augmentent, il y a également, si on prend simplement le taux de natalité, c'est normal qu'il y ait plus de médecins. C'est normal qu'il y ait plus d'infirmiers. Si on prend les écoles, c'est normal qu'il y ait plus d'écoles. Donc, de ce point de vue-là, le débat ne se pose pas. Le débat va peut-être se poser au niveau de la qualité et de la maîtrise, en fait, de cette masse-là. Et à un moment donné, moi, je pense qu'il faut même davantage recruter. Mais il faut maîtriser. Maîtriser ces recrutements et peut-être à un moment donné, on en a fait quand même 25 000 en 2011. En 2011, il y a un recrutement de 25 000 agents. C'était beaucoup. C'est une pression très énorme mise sur... mais j'ai envie de vous dire que les besoins de l'administration sont de plus que ça. Dans les régions, maintenant même avec les collectivités territoriales décentralisées, qu'est-ce que vous allez dire? Il en faudra. Ce qui est important à relever de mon point de vue, ce n'est pas tant le nombre des agents publics, mais c'est leur efficacité. Parce que je suis presque sûr que si le service public était efficace, vous n'aurez pas eu cette oui, mais justement, est-ce qu'il est efficace? On va recruter, on a des chiffres qui sont allés sans cesse croissants, mais on n'a pas forcément les résultats, la qualité. Mais c'est tout le combat de l'administration publique. C'est la raison pour laquelle le ministre de la fonction publique est à l'œuvre. C'est la raison pour laquelle également ces lois viennent encadrer le travail et surtout rappeler que si nous existons, c'est d'abord pour offrir un service de qualité. Et lorsque vous parlez des réformes dans l'administration publique, c'est l'une des réformes centrales. C'est comment améliorer la qualité des services publics, pas seulement au niveau des textes. Vous voyez, tout le combat qu'on a avec la corruption, c'est d'État que nous décrions dans l'administration publique camerounaise, mais malheureusement, qui sont parfois entretenus dans toute la chaîne. Mais est-ce qu'on arrivera justement avec le programme en cours avec le FMI? Est-ce qu'il est possible qu'on mette la fonction publique Moi, je ne me pose même pas cette question. Oui, on devrait. J'ai même envie d'aller un peu plus loin, parce que lorsque vous voyez la loi de 2017 et les engagements au moins intentionnels qui sont rappelés dans cette loi, je me demande si on devrait même encore se poser la question. Ces lois mettent en fait même une pression aux agents publics. Moi, quand j'ai lu ces lois, je me suis dit, mon Dieu, il vaut mieux ne pas être manager public à ce moment, parce que autant il y a des exigences, autant parfois les conditions ne sont pas réunies pour que ces exigences... Tout à fait. Et donc c'est une gymnastique, une ingénierie qu'il faudra mettre en place. On demande en fait à un gestionnaire d'être quelqu'un d'un peu extraordinaire. Malheureusement, le contexte s'y prête. Malheureusement, il doit être bien formé pour affronter ces réalités. Et les pressions environnementales ne vont pas aller reculant. Alors, évoquons l'ISMP. On a commencé à en parler au début de cette émission. L'ISMP, à quelle mission juste c'est remonter les fonctionnaires? Comment vous avez dit? Alors, il faut justement redonner des aptitudes aux fonctionnaires pour pouvoir continuer la carrière. Un peu plus que ça. Un peu plus que ça. Je voudrais peut-être revenir à la création de l'ISMP. Pourquoi l'ISMP a été créé? Parce que l'ISMP a été créé en 1985. C'est une date importante. Au regard de l'histoire de l'administration publique, nous sommes en pleine crise. Et il faut dire que très tôt, le gouvernement s'est rendu compte qu'il y aurait des enjeux importants en matière de gouvernance. Alors l'ISMP, créé dans cet environnement-là, avec l'appui de l'Agence canadienne de développement international. Et l'ISMP est actuellement mis à côté d'une autre institution créée par l'ENAM, pour qu'ensemble, il y ait une sorte de complémentarité qui permette à l'administration publique ou qui accompagne l'administration publique dans sa redynamisation. Alors, à l'ISMP, nous avons deux missions fondamentales. La première mission, c'est de nous assurer que les agents publics, à travers la formation bien entendu et le recyclage, sont bien formés, ou tout au moins ont des compétences qui permettent d'affronter les défis auxquels le gouvernement est confronté. La deuxième, c'est que l'ISMP, la deuxième mission, accompagne le gouvernement dans son vaste chantier de réforme. Et ces deux missions sont exécutées à travers la formation, bien entendu, à travers la recherche et à travers la consultation. Donc, les actions que nous menons auprès du gouvernement et auprès des entreprises publiques, c'est de pouvoir former les agents publics,
des formations courtes, comme je vous l'ai dit, des recyclages de courte durée, en management, Non, ça il faut préciser. Et lorsqu'on dit management, peut-être ça reste encore très globalisant. Très globalisant. Il s'agit principalement de présenter, d'accompagner les agents publics dans la maîtrise et l'appropriation du processus qui mène vers la performance. Et c'est un vaste processus qui peut se dérouler en 2 ans, en 5 ans, comme je dis, en 7 ans. Pour plus de maturité. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux agents publics de venir régulièrement. Et d'ailleurs, il y a un texte de 2001 qui institue la formation comme étant obligatoire pour les agents publics tous les 5 ans au moins. C'est quel type d'agents publics qui viennent? Alors, tous, toutes catégories. Des fonctionnaires, des ministères, des établissements publics administratifs, des entreprises publiques, des entreprises également relevant du secteur je voulais dire du secteur sécurité militaire, etc. Nous recevons les commissaires de police, nous recevons des militaires. Donc, tous ceux qui, dans leurs fonctions, sont appelés à coordonner le travail des autres. Donc, ce qui nous intéresse, j'ai envie de dire, pour caricaturer un peu, nous sommes une école de chefs. On apprend à diriger, on apprend à coordonner le travail des autres, on apprend à manager. Et c'est ce que nous faisons. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui sont à des postes de gestion. Quel que soit le type d'administration, que ce soit l'administration hospitalière, à l'éducation nationale ou alors au niveau de l'enseignement supérieur. Toujours est-il que pour nous, le principe, c'est de dire être manager, c'est peut-être des niveaux différents, mais ce sont des compétences qui sont des compétences à maîtriser. Alors, de manière générale, vous êtes satisfait des gens qui sont formés et quand ils retournent sur le terrain, vous avez quand même un suivi? Ça améliore? Est-ce que ça améliore? Puisqu'il y a toujours trop de plaintes du fonctionnement. Il faut dire qu'il y a un contexte. Un contexte également, la formation ne sera pas la seule à résoudre le problème. D'ailleurs, il y a tout un enjeu au niveau déjà de la formation. Lorsque vous allez dans un ministère, on peut se poser la question de savoir combien de personnes ont été formées les 5 dernières années. Qui? Pour l'élite administrative, peut-être la question ne se pose pas beaucoup. Mais parfois, pour des cadres à des niveaux inférieurs, la question reste vraiment fondamentale. Nous avons eu des cas dans les ministères ou des entreprises pour que les chauffeurs n'avaient jamais été recyclés. Depuis peut-être 10 ans. Vous allez me demander quel est le recyclage que doit suivre un chauffeur. Vous savez que même les gabarits et les catégories de voitures évoluent. Quand on passe d'une Corolla à une Prado, il y a forcément une adaptation. On passe d'une voiture mécanique à une voiture électronique, il y a forcément une adaptation. Et dans tous les cas, ce qu'on essaie de démontrer, c'est que quel que soit le métier, quel que soit le niveau de responsabilité, la formation reste un levier, j'ai envie de dire, le plus important. Parce que l'enjeu, c'est la qualité des hommes. Beaucoup de gens l'ont compris. L'enjeu, très souvent, on met beaucoup d'emphase sur la bureaucratie, on met beaucoup d'emphase sur les textes, on met beaucoup d'emphase, quand un problème s'oppose, sur la loi, sur le décret, et peut-être pas une emphase d'égale importance sur les ressources humaines. Notre message et parfois notre discours, c'est qu'il faudrait peut-être, si on ne veut pas inverser complètement la tendance, mais quand même accorder une importance à la ressource humaine qui, elle, doit transformer finalement ces réalités. Et votre observation peut être pertinente, c'est de dire finalement, lorsqu'on apprécie la qualité du service public, vous pouvez avoir l'impression que cette qualité s'est dépréciée et vous pouvez questionner la pertinence de l'ISMP. Nous disons c'est une responsabilité que nous partageons certainement avec ces organisations, mais tout ce que nous demandons à ces organisations, c'est d'envoyer leur personnel se former à l'ISMP. Alors donc justement, quand vous regardez la fonction publique camerounaise aujourd'hui, vous pensez que à quel degré il faut l'améliorer, quelles sont les performances dont elle est capable pour l'avenir? Alors déjà, dans un premier temps, moi je reste très optimiste parce que nous avons vu autour de nous et peut-être un peu plus loin des pays se transformer. Le cas qu'on prend souvent pour rester très proche de l'Afrique, c'est le cas du Rwanda. Du Rwanda, tout à fait. Donc nous restons convaincus que ces transformations sont des engagements et des décisions à travers des processus qu'on met en place, parce qu'il ne faut pas se dire que nous allons prier. C'est vrai que Dieu est compatissant, il est bon, mais il ne va pas venir travailler à notre place. Je pense qu'il nous dit également, vous allez travailler à la sueur de votre front. Et de ce point de vue, je reste optimiste parce que nous savons tout ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à faire. Nous savons également ce qu'il ne faut pas faire. Et lorsque nous suivons les discours
nous voyons très bien ce qui est pointé du doigt. Oui. Tout ce qu'il faut faire, c'est faire le Le contraire. président de la République a utilisé un mot, inertie. C'est effectivement l'un des principaux reproches faits à nos fonctions, à notre administration. Ça ne bouge pas beaucoup. On pourrait dire un grand mammouth qui a du mal à sortir de ces... Oui, peut-être pas seulement l'administration, je veux dire, c'est l'un des enjeux de toutes les administrations publiques, c'est que comme elles sont bâties très souvent sur le modèle weberien de la bureaucratie, lorsqu'on n'a pas des gens ou des agents publics qui soient proactifs, actifs, beaucoup plus alertes, il est fort possible que ces agents publics se concentrent effectivement sur ces procédures-là, qui ne sont pas malheureusement, qui ne sont pas des finalités, et que ces agents publics ne voient pas très vite l'exigence qui est faite justement de changer et que la procédure ne soit pas celle-là que nous entretenons, parce que c'est ça aussi. Hein. Est-ce que, oui, justement, quand vous parlez de remise à niveau des fonctionnaires, est-ce qu'une question comme celle de la corruption est évoquée par l'ISMP? Puisque c'est une question qui est pointée. L'éthique est une variable de gouvernance. Et j'ai même envie de dire, dans certains cas, parfois les prêts octroyés à certains pays exigent effectivement que ces pays-là soient regardants et parfois participent ou alors signent des conventions relatives justement au respect de cette éthique. Et de plus en plus, l'éthique est une variable de gouvernance. Certains pays sont même classés. Hein, je n'ai pas envie de revenir sur certains classements. Juste pour dire effectivement qu'il y a une sorte de stigmatisation par rapport à ce volet-là. Et en contexte de, je ne voulais pas dire de pauvreté, mais de restrictions budgétaires, ça reste une variable stratégique. Et lorsque vous entendez même le ministre, tous les ministres, le ministre des Finances, ministre de l'économie, ministre de la fonction publique, tous les ministres, dans tous les cas, le premier ministre, le ministre des Finances, ministre de l'économie, ministre de la fonction publique, tous les ministres, dans tous les cas, le premier ministre, le président de la République, incité sur la qualité de la dépense. Cette qualité a des vertus également, pas seulement techniques, mais également morales. Alors, merci beaucoup, professeur Viviane Ondoa-Biwele. Je voudrais quand même vous demander, vous venez de co-diriger un ouvrage, quel est le prochain qui est en chantier? Puisque vous nous avez habitués à nous donner assez régulièrement des publications de qualité. Vous avez un chantier en vue? Oui, la prochaine publication, c'est avant décembre. Avant décembre, voilà. Il faut dire que celle a été déjà prête avant les lois. Voilà. Mais lorsque les lois sont arrivées, mes collègues et moi nous sommes rendus compte qu'il fallait peut-être prioriser, ceci pour... Au vu de l'actualité. Peut-être d'abord nous-mêmes nous approprier le texte, également contribuer à travers cet ouvrage-là, cette appropriation. Je voudrais simplement insister sur le fait que c'est un ouvrage qui a un volet didactique, important. Il n'a pas pour but seulement, parce que je vous connais, vous les journalistes, d'insister sur la critique, mais de rappeler au moins les innovations qui sont retenues et surtout la posture désormais attendue des gestionnaires et des managers. C'était ça l'une des motivations principales de cet ouvrage, c'est de dire les temps ont changé. Les temps ont changé, mesdames, messieurs. Faites gaffe. Un peu plus attention, parce qu'on ne peut plus se permettre un certain nombre de libertés. Et surtout la pression, j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie d'être un oiseau de mauvaise augure, mais tout le monde vit, la pression sociale va se faire de plus en plus forte. Et si on ne fait pas attention, les managers publics ont une responsabilité également importante dans la contribution à la paix, parce qu'il faut dire que lorsqu'on parle de gouvernance dans les entreprises publiques, la question est simple. Comment produire et répartir les richesses? Donc il faut d'abord en produire. Donc si on appauvrit l'État, c'est une responsabilité qui est quand même assez lourde, une responsabilité historique que dans tous les cas, moi je refuse d'assumer. C'est la raison pour laquelle l'une des contributions que nous avons souhaité faire, c'est donc justement cet ouvrage didactique qui permet de comprendre, peut-être de suggérer et de contribuer effectivement à cette œuvre louable qui est engagée à cette réforme, cette vaste réforme qui va certainement nous interpeller avant que nous ne passions de l'autre côté. D'accord. Alors, merci beaucoup, professeur Viviane Ondoa-Biwele. Je rappelle que vous venez de co-diriger cet ouvrage qui est apparu aux éditions Afridite, Loi sur les établissements entreprises publiques au Cameroun. Vous êtes également directeur général adjoint de l'ISMP, l'Institut supérieur de management public. Oui.
Je suis enseignante à l'université. Vous Je suis en détachement. Vous êtes en détachement à l'université Oui, de Yaoundé 2. mon mandat ressemble à celui des autres. Je suis enseignante à l'université de Yaoundé 2. Voilà. Vous enseignez le management, des ressources humaines. Voilà. Merci d'être venu sur le plateau d'Equinox Télévision. J'ai été intéressé par cet ouvrage et d'avoir également intéressé vos téléspectateurs. Voilà. Alors, merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'être restés accompagnés de nous pour cette édition de Géopolis cette semaine qui recevait le professeur Viviane Ondoa Biwele. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition de Géopolis. C'est exclusivement sur Equinox Télévision. Madame, monsieur, à très bientôt. Maintenant, plus que par le passé, on insiste sur le fait que les entreprises publiques ne doivent pas seulement être celles-là qui consomment le budget, mais elles doivent rendre des services de qualité, des services pertinents. Parce que lorsqu'on parle de performance, il faut dire qu'il y a quand même un ensemble de déterminants qu'il faut percevoir. Donc, il faut être efficace, donc atteindre vos résultats. Il faut être pertinent, il faut produire ce qu'attendent les populations. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on offre un service de qualité, ce n'est pas à l'endroit de l'administration, mais c'est pour les usagers. Et l'objectif est d'améliorer justement leurs conditions de vie et leur carrière. Et il faut être également éthiquement irréprochable. Et de ce point de vue, c'est quand même un gros chantier, mais c'est quand même un virage qui a été un virage suffisamment annoncé. Maintenant, il y a la durabilité. Il y a la durabilité, il faut être efficient. Nous sommes en situation de restriction de ressources. Le service doit être rendu au moindre coût possible et ça doit être un service de qualité. Donc, ce sont des concepts qui sont faciles à définir, mais dans les faits qui sont parfois difficiles à manier. Et notre préoccupation était de dire justement ce virage-là vient se renforcer avec les lois qui se mettent en place. Et donc, 2007, vous avez la loi sur le régime financier de l'État. Vous avez l'ensemble des discours du président de la République qui attirent l'attention sur la nécessité, l'urgence de la performance dans les entreprises publiques. Je n'ai pas envie de prendre également la dernière actualité, le programme avec le fonds qui insiste sur la qualité de la dépense, et même la loi de 2007. Et maintenant, nous avons en 2017 deux lois qui arrivent, qui viennent en fait changer la nature, on peut le dire ainsi, de la précédente loi, en insistant ou en mettant l'emphase sur ces notions. Alors toutes ces réformes, c'est la conséquence d'un constat de ce que ça ne marchait pas ou alors qu'il y avait des insuffisances? Il faut dire que l'environnement évolue. Et ces réformes, les réformes que nous vivons ont été également vécues par d'autres pays. Et lorsque le contexte est celui-là, il y a un ensemble d'outils qui peuvent accompagner justement ce nouveau concept. C'est la raison pour laquelle je disais le passage de la bureaucratie au New Public Management, pour revenir à un concept très théorique. Les États-Unis ont connu ces moments-là, les pays de l'OCDE aussi. Toujours est-il que c'est un contexte qui impose un minimum de rationalité et qui impose également une cohérence et qui... Mais est-ce que cette rationalité a fait défaut jusqu'ici quand même? Pas nécessairement, mais une évolution qui s'imposait par elle-même. Monsieur Guizogo, prenons un exemple simple, et je suis une femme, je suis bien placée pour comprendre cet exemple. Lorsque vous êtes en pleine abondance, il peut arriver que vous vous offrez quelques libertés. Absolument. Quelques libertés, vous pouvez vous offrir même des choses dont vous n'avez pas forcément besoin, qui relèvent soit du confort, soit qui améliorent également simplement votre confort. Mais lorsque vous êtes en période de restriction de ressources, vous agissez davantage sur les priorités. Et de ce point de vue-là, agir sur les priorités nécessite non seulement qu'on soit cohérent, qu'on soit rationnel, mais nécessite également qu'on ait une démarche parfois proactive, aussi réactive, dans tous les cas une démarche qui nécessite une attention beaucoup plus poussée, et c'est le cas actuellement. Lorsqu'on voit l'histoire de la gestion axée sur les résultats, disons du New Public Management, on se rend compte que ce sont des outils, parce que définissons rapidement, c'est l'emprunt des outils du privé dans le public pour dire vraiment des choses de manière très prosaïque. Mais cette greffe-là, elle est possible? Est-ce qu'elle est possible? Très bonne question. En fait, est-ce qu'elle est possible? Elle est possible, c'est tout l'enjeu en fait. C'est tout l'enjeu. Je ne sais même pas s'il faut se poser la question de savoir si elle est possible. Elle devrait être possible. Parce que c'est le prix à payer pour sortir justement de cette situation assez délicate. Et le prix à payer également pour retrouver un minimum d'équilibre. C'est un peu comme si vous tombez malade, vous arrivez dans un hôpital. Vous êtes vraiment à l'état, on vous met en réanimation. En fait, on vous met en réanimation pour que vous atteigniez un niveau d'équilibre qui vous permette à nouveau
une fois sorti la réanimation, d'avoir des habitudes normales, mais au moins pendant cette période, vous devez observer un minimum d'éléments pour que votre santé puisse être une santé viable qui vous permet justement d'aller un peu plus loin. Donc c'est des moments que plusieurs pays connaissent, que les entreprises également connaissent. Et à ces moments-là, il faut être très vigilant. Et c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'il y aura, et on le vit déjà, une inflation d'encadrement juridique. Vous avez vu la loi sur les marchés publics, la loi sur la maturation des projets, la loi... Donc, il y a un ensemble d'encadrements mis en place justement pour inciter les gens à être un peu plus prudents, un peu plus portés vers les priorités, parce que en situation de... Alors, vous écrivez le titre de votre livre, on le rappelle, c'est Loi sur les établissements et entreprises publiques au Cameroun. Il est important que le public sache quelle est la distinction qu'il faut faire d'abord entre un établissement et une entreprise publique. Voilà, c'est très important. Très bien, c'est très important parce que l'État se déploie de plusieurs manières. Vous avez les administrations centrales que les gens connaissent à travers les ministères. Et puis, vous avez également les entreprises du secteur public qui peuvent se diviser en deux catégories. La première catégorie, vous avez dans les établissements publics qui interviennent dans un secteur non commercial et non industriel. Ce sont les hôpitaux, ce sont les universités, c'est l'ISMP. Bref, ce sont des entreprises très souvent qui interviennent dans les secteurs sociaux. Parce que ce sont des secteurs qui nécessitent la production des services publics, parfois qui coûtent cher, mais qui doivent être rendus à l'usager à moindre coût. Pas forcément gratuitement, mais à moindre coût, il faut que le service soit à des coûts sociaux. Et ce sont des services qui sont subventionnés par l'État. Alors, ça, vous avez des entreprises qui offrent ces services. Maintenant, vous avez des entreprises qui interviennent dans les secteurs commerciaux et industriels. Et ces entreprises-là doivent produire du bénéfice, doivent également contribuer à l'économie de manière globale. Donc, elles doivent être rentables. Et il faut dire que ces entreprises-là méritent une attention particulière parce que déjà, elles jouent un rôle important dans le système productif. Elles doivent également, on attend d'elles qu'elles contribuent au budget de l'État, contrairement aux établissements publics qui peuvent être, caricaturons un peu, qui consomment ce qu'elles produisent, mais qui offrent un service aux usagers qui relèvent des exigences minimales ou vitales pour la vie. D'accord. Alors, aujourd'hui, quand vous avez dressé un tableau comme celui-là, on se pose la question, quel est le bilan du fonctionnement de ces établissements au Cameroun aujourd'hui? Quel est le bilan qu'on peut en faire? Alors, ils sont dans quels résultats ont été obtenus jusqu'ici globalement? Peut-être avant de présenter le bilan, présentons quand même l'importance de ces entreprises. Oui, tout à fait. Parce que lorsqu'on en parle, c'est vrai, on peut avoir quelques étiquettes, déjà Wakamtel, Sonara, mais il faut quand même rappeler qu'elle représente environ 184 entités économiques. Alors, elle représente 184 entités économiques. En 2015, elles ont mobilisé 2 milliards 114 millions de budget, ce qui représente 54% du budget. Donc, en termes de contribution de l'État au fonctionnement de ces entreprises-là, on voit très bien que leur contribution prend un peu plus de la moitié du budget. En ce qui concerne l'emploi, rappelons-le aussi, si on ne prend que le cas de la CDC, deuxième employeur. Après l'État, c'est 22 000 employés. Alors, une étude de la Banque mondiale rappelle également que 17 entreprises mobilisent à elles seules, entreprises publiques, 40 000 employés. Et lorsqu'on voit dans les 184 entreprises publiques, on peut imaginer qu'elles peuvent mobiliser à elles seules près de 200 000 employés, ce qui est quand même un poids assez intéressant. Ce qu'il faut aussi rappeler... Autant pratiquement que la fonction publique, à la limite. Ben oui, plus la fonction publique, c'est 310 000. C'est pratiquement les mêmes chiffres qui se tiennent. Un peu moins, mais à peu près le 2 tiers. Le 2 tiers, oui. Un peu moins. Ce qui est quand même important. Alors, une fois qu'on l'a dit, rappelons également que les acteurs stratégiques qui sont appelés à gérer ces entreprises, à savoir les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration, les membres du conseil d'administration représentent à peu près 2760 personnes. Donc, vous imaginez très bien qu'il s'agisse du budget, qu'il s'agisse de l'emploi. Des directeurs. Alors, on a entendu, il y a eu de grands débats avec beaucoup de polémiques sur cette question-là. Oui, il faut dire que la Chambre des comptes, d'ailleurs tous les ans, on revient là-dessus parce qu'il y a un décret de 87 qui fixe justement la rémunération des acteurs sociaux de ces entreprises-là. Ce que le texte dit, la loi de 2017 dit, c'est que la rémunération des dirigeants et même leurs avantages
Dans la rémunération, j'ai voulu dire les salaires, et les avantages, donc qui forment la rémunération. Cette rémunération est arrêtée par le conseil d'administration, conformément ou en respect des textes en vigueur. Maintenant, il faut bien cibler. Si c'est le texte de 87, il semble dépasser au regard de la pratique. Mais nul doute qu'il y aura certainement d'autres textes qui viendront préciser justement cet encadrement, parce qu'il y a eu quand même quelques libertés qui ont été observées ici et là et qui peuvent justement justifier des dérives qui ont été très souvent interpellées ou alors rappelées par la Chambre des comptes. Je crois que nous avons tous vécu l'actualité. Absolument. On a entendu des polémiques, on a entendu des accusations et des contre-accusations sur cette question de la rémunération des dirigeants des entreprises publiques. Alors, professeur Viviane Ondoa-Biwole, sur la question de votre ouvrage, je pense que nous avons évoqué quelques aspects, sauf si vous aviez encore... Peut-être une petite reculade qui me tient à cœur. Oui, laquelle encore? Une petite reculade qui me tient à cœur. Oui. Parce qu'en fait, lorsqu'on voit l'évolution tout au moins théorique des théories de la gouvernance, on se rend compte que nous sommes quand même à l'ère de l'implication de l'ensemble des parties prenantes. Lorsque vous voyez l'engagement, l'interpellation des entreprises vers le développement durable, la responsabilité sociale des entreprises, c'est qu'on estime que l'entreprise appartient pas seulement à l'État, pas seulement aux dirigeants, mais à un ensemble de parties prenantes. Et la loi de 1999 prévoyait pour les entreprises publiques qu'on ait dans le conseil d'administration, outre le représentant du personnel, qu'on ait également le représentant des bénéficiaires et des clients. Bon. Mais ça a été supprimé. On les a enlevés. Et pourtant, nous, on s'attendait à ce que cette représentation soit plutôt accrue. Si on fait l'hypothèse que ce n'est que pour des raisons peut-être que nous comprendrons par la suite au niveau du conseil, mais au moins c'est une surveillance ou alors une implication qui pour nous est stratégique, parce que c'est celle qui est en vigueur. Même les employés doivent être capables, parce que propriétaire de l'entreprise d'une certaine avoir des actions. Un regard sur la gestion de l'entreprise. Il faut qu'il y ait une plateforme où ces employés puissent s'exprimer. C'est pareil pour les bénéficiaires, c'est pareil pour les clients, c'est pareil pour les fournisseurs. Donc on a l'impression que l'État s'est resserré autour de lui-même. C'est une ouverture qui a été refermée. Nous voulons simplement croire que c'est une mauvaise lecture de notre part. Mais sinon, l'enjeu serait quand même que l'entreprise publique, comme les autres entreprises, soit également ouverte à cette problématique, qui garantit également la performance, qui met une certaine pression également au niveau des dirigeants, qui surveille les dirigeants d'une certaine manière, parce que la tendance serait donc à dire, ok, comme je ne suis nommé que par le président de la République, comme je ne suis évalué que par les membres du conseil d'administration, les bénéficiaires ils peuvent aller se faire voir. Bon, peut-être pas autant. Et pourtant, c'est pour ça que c'est pour eux que nous existons, et c'est eux qui constituent la principale préoccupation. Alors, mais on peut imaginer que s'il y avait des voies de recours, s'il y avait des actions qui devaient être entreprises par les bénéficiaires, elles pourraient, dans ce cas-là, sans filtre, elles pourraient se montrer désobligeantes, à la limite, lorsque ça ne marcherait pas. Bon, c'est vrai que l'État a également prévu d'autres mécanismes. J'imagine que c'est pour ça que la loi s'est probablement refermé, c'est qu'il y a le cas des dénonciations, il y a également la CONAC, la NIF, il y a également les cas de... Mais elles se font au loin quand même, professeur. Elles se font au loin, puisqu'il s'agit d'écrire à la CONAC qui va consigner dans son rapport. Parfois, bon, ce rapport, est-ce qu'on va en tenir compte? Il va encore falloir attendre que le chef de l'État décide d'actionner, lui, quelque chose contre le dirigeant de l'entreprise. Mais si la présence des représentants des ça clients, pouvait créer une régulation un peu plus spontanée, qui semblait la prise en compte de leurs préoccupations. Mais il n'en demeure pas moins vrai que les gestionnaires conscients, les managers conscients de cette préoccupation vont donc mettre en place des dispositifs qui permettent justement de tenir compte de ces préoccupations. Vous entendez souvent parler des boîtes à suggestions. Elles vont se multiplier parce que dans tous les cas, la pression va se faire de plus en plus importante. Les médias, les vrais, les bons, les gentils et les méchants, vont se charger de le faire si nous-mêmes nous ne faisons pas suffisamment attention. Ce qu'on voudrait simplement rappeler, c'est que le contexte évolue. Les gens sont devenus de plus en plus exigeants au niveau de la qualité, de plus en plus exigeants également au niveau du nombre de besoins à satisfaire. Et paradoxalement, les ressources, elles ne sont pas aussi nombreuses. Ce qui pose la question justement de la performance et qui présente
qui se présente un peu comme une épée de Damoclès sur la tête des managers. Oui. Désormais, être manager, ça va quand même demander pas mal de résistance émotionnelle, physique, parce que au-delà de ce qui est possible de faire, il y a des choses également qui sont demandées, qui ne sont pas possibles, mais auxquelles il faut faire face et auxquelles il faut parfois trouver des réponses au niveau des mots et également des réponses au niveau des actes et des résultats. Alors, je crois que sur ce point, de toutes les manières, on reviendra largement encore sur votre ouvrage, sur ces éclairages utiles que vous nous apportez sur le fonctionnement des établissements, entreprises et publics au Cameroun. C'était d'abord une première salve, on aura donc l'occasion de revenir de long en large sur ces questions-là. Alors, l'autre chantier qui est en cours dans ces pays et que vous connaissez très bien, puisque vous avez été aussi à la fonction publique, hein, vous avez été en charge de... inspecteur général. Alors, vous avez déjà une vie qui commence à être plutôt bien fournie. Je ne suis pas jeune non plus. Vous avez une vie qui commence à être bien fournie. Je ne suis pas jeune non plus, j'ai quand même 47 ans. Non, mais ce n'est pas aussi vieux que ça. J'aurai 47 ans en novembre. Ce n'est pas aussi vieux que ça. Et je travaille quand même depuis 98. J'ai 20 ans d'expérience professionnelle. Alors, la fonction publique, vous la connaissez très bien? Un peu. Un peu? Ah, j'avais envie de dire comme votre poche, puisque vous avez été inspecteur général. C'est trop prétentieux. C'est trop prétentieux. D'accord. Bon, alors, vous avez été inspecteur général de la fonction publique. Il y a ce chantier, justement, de la réforme de la fonction publique, notamment avec un dossier qui fait beaucoup de vagues, le contrôle de la masse salariale. Alors, professeur Viviane Ondouabiwele, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi il y a autant de vagues sur cette question? Alors, en fait, vous prenez le problème, mais merci déjà de cette question, je pense que ce n'est pas à moi que vous devriez l'adresser. Au ministre de la fonction publique? Voilà. Ou alors au ministre des Finances. Ce sont les deux qui ont quand même suffisamment d'informations. Moi, je vais simplement faire une analyse de l'extérieur, en restant très modeste et très mesuré dans les propos que je vais avancer. Et en m'accordant également le droit à l'erreur, parce qu'il peut arriver que je me trompe. Alors, je voulais simplement dire que vous prenez... Le problème par sa conséquence. Oui. Il faut recommencer beaucoup plus haut la cause. Parce que la masse salariale... La masse salariale, c'est trop de recrutement? Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que la masse salariale est en fait le reflet d'une politique de gestion des ressources humaines. Ah, voilà. Donc, lorsqu'on pose le problème de la masse salariale, en fait, implicitement, vous questionnez toute la politique de la gestion des ressources humaines. Absolument. Alors, vous pouvez aussi implicitement questionner la préoccupation de la maîtrise des données. Des données. Ça aussi, c'est un élément important. Et lorsqu'on voit la masse salariale, vous dites bien masse salariale, derrière salarial, il y a salarié, donc il y a le nombre, la qualité. Madame, Monsieur, bonsoir. S'il est une chose qui singularise le professeur Viviane Ondouabiwele, c'est sa contribution essentielle à la bonne marche de l'administration publique camerounaise à travers une abondante production livresque. Avec une telle éminence, comment ne pas saisir l'occasion qui se présente à nous pour questionner l'administration publique camerounaise, son état de santé, ses perspectives également. Comme vous l'aurez sans doute compris, le professeur Viviane Ondouabiwele est notre invité ce soir. Elle vient de co-diriger avec Jean-Claude Tchewa l'ouvrage collectif « Loi sur les établissements et entreprises publiques au Cameroun, innovation et reculade ». Alors, c'est aux éditions Afredite. Bonsoir, professeur Viviane Ondouabiwele. Bonsoir, Guy Zogo, et merci de me recevoir. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors, vous venez de co-diriger cet ouvrage dont je parle. Il est publié aux éditions Afredite, dont Loi sur les établissements et entreprises publiques au Cameroun, innovation et reculade. Alors, c'est un ouvrage qui vient de paraître. Et pourquoi vous avez choisi de publier un ouvrage à l'heure qu'il est sur les établissements et entreprises publiques au Cameroun? Alors déjà, il faut dire que l'une des motivations qui a guidé la rédaction de cet ouvrage vient effectivement de la promulgation de ces lois le 12 juillet 2017. Et vous comprenez très bien qu'étant moi-même dans un établissement public, que je sois très intéressé par les mutations qui sont engagées par cette loi. Mais davantage, lorsqu'on lit cette loi, on se rend très bien compte qu'il y a une sorte de changement de paradigme.
Et lorsque moi j'ai lu cela, je me suis posé deux questions. Oui. La première question, c'est de savoir qu'est-ce qui va changer. On nous annonce une loi, disons deux lois, qui viennent abroger une qui existait, celle du 22 décembre 1999. Oui. Et l'une des curiosités, justement, étant dans un établissement public, c'est de savoir qu'est-ce qui change. La deuxième curiosité, c'est dès l'entame de cette loi, et notamment en ce qui concerne la définition des concepts, on se rend compte qu'il y a des concepts nouveaux. Et des concepts nouveaux qui, au regard de ma discipline, ne peuvent laisser personne indifférent. Voilà. Alors, lorsqu'on voit ces concepts, et je voudrais ici citer deux, Oui. il y a le concept de performance, Oui. et il y a le concept d'administrateur, qui sont définis dès le début des lois. Alors on se dit finalement, cette loi apporte, dès l'existence de ces concepts, une information importante, c'est que nous avons changé de paradigme. Nous sommes certainement passés d'un paradigme essentiellement administratif et procédural qui présidait dans la loi de 99 à un paradigme managérial. Et vous comprenez très bien que de ma posture déjà à l'ISMP... Vous êtes très à l'aise pour en parler. On reviendra sur les motivations. Voilà, d'accord. Ça, c'était d'abord la première, l'ouvrage, votre actualité. C'est ce livre, effectivement, que je présente à nos téléspectateurs, donc loi sur les établissements entreprises publiques au Cameroun, innovation et reculade. Alors je dois rappeler que vous disiez à l'instant que vous occupez des fonctions, vous êtes notamment directeur général adjoint de l'Institut supérieur de management public. C'est un institut qui se charge notamment du recyclage et de l'accompagnement de l'administration publique. Nous nous définissons en fait comme étant le cabinet du gouvernement en matière de management. Et donc nous avons deux missions principales, c'est recycler les agents publics, recycler les fonctionnaires, parce que vous savez que les fonctionnaires sont recrutés au niveau de l'ENAM notamment et d'autres institutions bien entendu, rentrent dans la fonction publique. Donc ils sont recrutés à la suite d'une formation à un métier et lorsqu'ils entrent dans la fonction publique, il faut continuer leur prise en main, il faut continuer à les mettre à niveau et l'Institut justement assure ce rôle. La deuxième mission de l'institution, c'est de contribuer également à l'accompagnement des réformes de l'administration publique. À travers la formation, bien entendu, la formation de courte durée, la formation de moyenne durée avec les certificats et puis les formations de longue durée avec un master que nous réalisons sous la tutelle de l'Université Yaoundé 2. Et bien entendu, nous réalisons des études et des recherches. Donc, ce travail fait partie également. Ce travail, effectivement, je disais tout à l'heure, je disais à l'entame de cette émission que vous avez la particularité d'être très prolixe en matière d'écriture, de publication livresque, et je dois rappeler également que vous êtes l'auteur de la budgétisation par programme en Afrique subsaharienne entre balbutiement et résistance, publié aux éditions Eburni et aux éditions Clé. Alors, c'est cet ouvrage, il y a quelques années que vous l'avez publié. 2015, vous reveniez notamment justement sur le budget programme. Tout à fait. Voilà, qui est aussi une grande innovation dans l'administration publique camerounaise. Alors ça, c'est votre premier ouvrage que vous avez publié. Il s'agit en 2012, la PME camerounaise et le développement durable, défis, fondements et stratégies, aux éditions Clés. Alors lui, il revient sur le financement des PME au Cameroun. L'accompagnement de manière globale. Oui. Mais surtout également, comment est-ce que les entreprises camerounaises affrontent ce défi du développement durable qui est désormais un défi auquel elles doivent faire face. D'accord. Et vous avez aussi publié Au secours, je suis patron, que faire aux premières heures de la nomination. Voilà, aux éditions Clés toujours. Ces patrons-là qui se sentent seuls après leur nomination, c'est ce que vous dites? Oui, les premières heures sont des heures difficiles. Vous pouvez, croyez-en à ma petite expérience, après les agapes, après les yo-yo, après également l'ensemble de manifestations, après l'installation, vous vous retrouvez seul dans votre bureau et vous posez quelques questions préalables. Que faire? Comment le faire? Avec qui? Comment? Pourquoi? Toujours est-il que ce sont des questions qui occasionnent un ensemble d'angoisse. Et cet ouvrage vient justement donner une sorte de suggestion, par où commencer, quelles sont les étapes à franchir et surtout comment est-ce qu'on devrait se préparer à affronter effectivement ce défi du changement. Parce qu'être gestionnaire, c'est de pouvoir développer l'une des missions du gestionnaire ou du manager, c'est le terme que je préfère, c'est pouvoir aider une entreprise à se développer d'un point A à un point Z. Et c'est un processus qui est parfois... parcours qui peut être semé d'embûches. Tout à fait. Je voudrais simplement dire, au regard de ce que vous avez présenté comme ouvrage, qu'il y a deux problématiques qui se dégagent en fait de mes travaux. J'ai fait ma thèse sur les PME, l'accompagnement des PME, qui est également une réforme de l'administration camerounaise.
Et la deuxième partie, ou bien la deuxième grande catégorie de mes publications porte sur la gouvernance, et notamment la gouvernance publique. Au regard de mon parcours, à savoir, j'ai été au ministère de la fonction publique, à l'ISMP, mais surtout également, lorsqu'on voit les mutations qui sont en cours, on se rend bien compte qu'on a vécu au niveau de l'administration publique un passage important de la bureaucratie au management. Et ça, alors justement, c'est l'un des grands mots de votre grand mot MOTS, hein, de votre livre. J'avais peur, hein? C'est l'un des grands mots de votre livre, c'est justement le passage, ce changement-là. oui, ce passage au management. Alors, comment cela se traduit aujourd'hui? En fait, avec, ce qu'on constate, c'est qu'on a l'impression, c'est vraiment une impression, mais quand même une impression qui se fonde sur l'expérience que nous avons chaque fois que nous prenons les fonctionnaires en recyclage. On se rend compte qu'on ne voit pas clairement à travers, que ce soit les textes, que ce soit un ensemble de pratiques, on ne voit pas très bien la réforme, bien la mutation qui est en train de se faire. Souvenez-vous, en 2005, le Premier ministre et chef du gouvernement annonce à travers une circulaire que désormais, c'est la gestion axée sur les résultats qui est la philosophie de gestion retenue dans l'administration publique camerounaise. La gare. C'est un moment important lorsqu'on voit les évolutions, l'évolution dans notre administration publique camerounaise. Et en 2007, on a ce qu'on appelait à l'époque nouveau régime financier de l'État, qui est maintenant le régime financier de l'État, n'est plus véritablement nouveau parce qu'il date quand même de 11 ans. Et ce régime financier de l'État reprend effectivement cette philosophie en insistant sur des préoccupations de gouvernance et de performance. Je n'ai pas envie de dire qu'il n'y avait pas de performance avant, mais moi, que ces entreprises ne méritent pas l'indifférence, en tous les cas. Alors, vous avez parlé des résultats. Des résultats, oui. C'est-à-dire qu'il est évident que depuis un certain nombre d'années, je ne sais pas quelle période, votre thèse de doctorat parle quand même, 2004. De 70 à 2000. Non, de 70 à 2000. Ah, voilà. Et de 70 à 2000. L'évaluation des aides publiques. Des aides publiques. Voilà. Mais si on prend les entreprises dans une fourchette, disons, on va prendre avant le programme du FMI, pardon, 88, et puis on remonte. D'accord. Bon, il faut dire que là, vous évoquez là un point important, parce que la fonction publique a quand même connu une fracture importante après la crise des années 85. Oui, tout à fait. Il faut dire que de 85 à peu près 2000, nous sommes en plein ajustement. Et il faut attendre 2003 avec le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté à l'époque, le DSRP, pour rentrer à nouveau dans la planification de long terme et envisager la fin de l'initiative répétée en 2006. En 2006. Il faut dire quand même, depuis 2006, l'État a repris la souveraineté de ces projets. Et depuis cet instant-là, je pense qu'il y a eu une sorte de... Une leçon que nous avons retenue, c'est que plus jamais ça. Sauf que l'actualité et l'environnement et surtout le contexte nous ramènent à nouveau au Fonds monétaire international. Et la question se pose avec la même ampleur. Alors, ce qui se passe, j'imagine, je ne suis pas dans l'esprit du législateur, c'est que nous souvenons quand même que nous avons vécu l'époque des privatisations. Absolument. Alors, on peut soupçonner que les lois de 2017, qui viennent corriger peut-être les dysfonctionnements évoqués, tendent à nous dire, nous ne voulons plus peut-être vivre le passage des privatisations. Et si nous ne voulons pas passer par les privatisations, nous avons l'obligation d'être performantes. Et nous mettons en place un cadre réglementaire nécessaire pour que ces entreprises soient performantes. C'est comme ça que moi je lis en fait l'avènement de ces lois. Cela voudrait dire que vous estimez que on en a terminé avec les privatisations. On n'en parlera plus dans tous les cas, le portefeuille des sociétés. C'est une spéculation. Moi, je ne peux pas engager là. Non, je n'ai pas le privilège. Vous n'avez pas le privilège de la position. Voilà. Mais donc, je voudrais quand même revenir sur les chiffres. Sur les chiffres, oui. Sur les chiffres. Alors là, c'était une évaluation qui a été faite dans une étude qui a été conjointement réalisée entre la Banque mondiale et le Cameroun. C'est le mémorandum économique que la Banque mondiale rédige tous les ans. Alors, dans ce document, on nous rappelle quand même que le secteur des entreprises publiques reste toujours vaste, son impact est important. Je vous rappelle quelques chiffres. Et surtout des chiffres intéressants avant 2010. Des chiffres peut-être moins intéressants après 2010. Oui, on en parlera. On en parlera. Les chiffres, on parlera. Alors, on rappelle quand même qu'en 2013,
Le chiffre d'affaires Oui. de l'ensemble des établissements, des entreprises, des entreprises publiques était de 1400 milliards. Ça, c'est le chiffre d'affaires, soit environ 11% du produit intérieur brut. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça, c'est le chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est le résultat net. Oui. Et parce que le résultat net, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires moins les charges. Absolument. Alors, quand on se rend compte que pendant la même année, en 2013, bien qu'ayant ce chiffre d'affaires, nous avons quand même une perte sèche de 13 milliards. Ça veut dire que nous avons eu des charges qui étaient supérieures au chiffre d'affaires réalisé. Donc, nous avons une perte de 13 milliards environ. Et donc, malgré cet accroissement, depuis 2010, ce résultat net est allé décroissant. Décroissant. Alors, qu'est-ce qu'il explique? Est-ce que... Très bonne question. Qu'est-ce qu'il explique? Est-ce qu'on a eu... c'est vrai qu'en même temps, l'opération Épervier battait son plein. On a vu quand même un certain nombre de gestionnaires en délicatesse. Est-ce que c'est simplement de la mauvaise gestion ou alors il faut faire un distinguo? On doit dire faute de gestion, détournement. Il y a eu tout ça dont on a parlé dans le cadre de cette opération Épervier. Ces mauvais chiffres à partir de 2010, vous qui êtes l'expert, peuvent expliquer comment? Peuvent expliquer. Quand on a un résultat net qui est négatif, il y a plusieurs explications possibles. Au moins, il y a une qui est évidente, c'est que l'entreprise se porte mal. Alors, si elle se porte mal, on peut commencer à mener un diagnostic. J'imagine que le législateur, dans son analyse, a pensé qu'il fallait prendre de nouvelles lois, un nouveau cadre juridique. Et lorsque vous voyez l'exposé de motifs de ces lois, cette mention est rappelée que avoir les deux lois ou alors gérer les deux catégories d'entreprises publiques dans la même loi pouvait justifier ou expliquer les dysfonctionnements observés. Quoi qu'il en soit, nous pouvons faire confiance au législateur qui doit apporter une réponse à ces différents dysfonctionnements à travers ces lois. Donc la question était donc toute simple. Est-ce que ces lois sont donc aptes, au regard des dispositions qui sont mentionnées, à corriger le dysfonctionnement de la loi de 99 ou alors des contre-performances qui restent chroniques depuis 2010, donc qui durent quand même depuis bientôt 8 ans. Oui, justement. Est-ce que cette nouvelle loi, si on en juge par le fait qu'elles entrent à peine, elles commencent à être mises en branle, est-ce qu'on peut penser de prime abord qu'elles vont corriger ces problèmes? C'était ça l'idée, en fait, ou la question principale de cet ouvrage. Et lorsqu'on abordait justement cette question, il était nécessaire, non seulement de bien les comprendre, et surtout de bien les analyser sous plusieurs prismes. Parce que lorsqu'on parle d'entreprise, on aborde un ensemble de problématiques qui ne touchent pas simplement au droit, qui ne touchent pas seulement à la comptabilité, à la finance, mais qui peuvent aller jusqu'à toucher au système politique. Parce que lorsqu'on lit cela, on peut se poser la question de savoir comment fabrique-t-on des gestionnaires, ou je voulais dire comment fabrique-t-on de bons gestionnaires. Parce que c'est un peu ça l'un des enjeux de cette loi, c'est de dire nous avons besoin d'une génération nouvelle d'entreprises et donc d'une génération nouvelle d'acteurs aptes à conduire les entreprises vers la voie de la performance. Et lorsqu'on parle d'acteurs ici, on ne se limite pas aux entreprises publiques. Vous avez les tutelles, vous avez dit les ministères, vous avez la tutelle technique, vous avez la tutelle financière. J'ai même envie d'aller plus loin. Vous avez également tout le dispositif politique qui accompagne justement le choix de ces gestionnaires. Donc la question ici était de dire, d'accord, le législateur opte pour un virage qui est un virage important, celui de la performance. Est-ce que toutes les conditions de la performance sont mises en place? Oui, alors c'est pour ça que vous dites innovation et reculade quand même. Vous marquez une interrogation quand même malgré ces réformes, ce chantier des réformes. Il y a quand même des interrogations, des reculades. Vous avez noté par exemple la responsabilité des directeurs généraux entre la question des conseils d'administration, des présidents des conseils d'administration et les directeurs généraux. Il y a quand même, le directeur général paraît beaucoup plus exposé. Bon, déjà, revenons à une avancée importante pour répondre à cette question directe, parce que votre question est très directe. C'est que nous nous sommes rendus compte que la loi a apporté une précision importante, ou alors une différence importante par rapport à 1999. Dans la loi de 1999, il est précisé que lorsque le conseil d'administration prend des résolutions, la tutelle a 15 jours pour se prononcer, valider ou invalider ces résolutions. Dans la loi de 2017, c'est clair, la tutelle ne se prononce plus. Ça veut donc dire que
le conseil d'administration a les pleins pouvoirs pour prendre des résolutions, disons des décisions, parce que les décisions sont prises sous forme de résolutions. Je parle à des entreprises publiques qui permettent justement d'assurer la bonne marche de l'entreprise. Donc on a supprimé un escalier hiérarchique qui permettait peut-être, qui pouvait donner l'impression qu'il y a une sorte de bureaucratie supplémentaire. Et ça c'est important. Et donc on a renforcé le rôle ou la responsabilité du conseil d'administration. Maintenant, les membres du conseil, le président et les membres, ont la pleine responsabilité d'apporter l'assurance de la bonne marche et surtout de garantir la bonne marche de l'entreprise. C'est elle qui oriente, c'est elle qui arrête la stratégie de l'entreprise, c'est elle qui évalue, c'est elle qui sanctionne. Et je pense qu'elle joue un rôle désormais très important. Les directeurs généraux sont beaucoup plus exposés actuellement dans cette loi-là. Est-ce qu'il n'est pas prévu la responsabilité pénale des directeurs généraux? Alors, et ça c'est un paradoxe important. La responsabilité pénale des directeurs généraux est beaucoup plus engagée par rapport à celle des membres du conseil qui, eux, ont visiblement beaucoup de pouvoir. Mais le directeur général semble être à la limite une sorte de fusible, finalement. Non, en fait, c'est le directeur général qui rend compte devant les tiers, donc devant les juridictions, devant l'ensemble des parties prenantes. Et on se rend compte que dans ce contexte-là, si le directeur général ne travaille pas en bonne intelligence avec le conseil d'administration, il peut lui être appelé à exécuter des actions qui sont décidées, peut-être contre son gré, peut-être contre la direction qu'il aurait bien pu choisir. Et malheureusement, il serait amené, lui, à rendre compte de cette direction-là. Donc, c'est un paradoxe qui a été relevé dans l'ouvrage, c'est que nous avons renforcé, le texte renforce le rôle des membres du conseil d'administration, et c'est le directeur général qui rend compte devant les tiers. Nous sommes allés, nous avons poussé la réflexion plus loin en posant la question de savoir si, dans le cas des délibérations des conseils d'administration, on ne pouvait pas également imaginer à un moment donné qu'on interpelle la responsabilité des conseils, du président du conseil et des membres. Parce qu'il y a, pour l'instant, dans le texte, c'est que les décisions se prennent à l'unanimité. On fait l'hypothèse qu'il y a une entente parfaite. Ce qui n'est pas le cas. Non, ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on ne s'entend jamais. Pas toujours, on peut s'entendre. On peut quand même s'entendre. Mais il y a des questions qui peuvent être des questions délicates et pour lesquelles certains administrateurs peuvent avoir des réserves. Et de ce point de vue-là, la loi ne prévoit pas d'alternative possible. Le conseil d'administration semble porter une responsabilité unique, collégiale. Et dans ce cas-là, est-ce que le fait qu'on ait élagué la question, de la tutelle, ne va pas d'une certaine manière être considéré aussi comme un revers, un revers ou alors une insuffisance, parce que la tutelle pouvait encore jouer ce rôle, pouvait encore intervenir. Lorsqu'on laisse le directeur général seul face au conseil d'administration, il n'a pratiquement pas de voie de recours. Mais monsieur Guizot, lorsque je vous parle du changement de paradigme, en fait, il n'est pas question de mettre le directeur général dans une camisole de force. Il n'est plus évalué à l'aune de la procédure, ou tout au moins ne devrait plus être évalué au regard de ces lois. Il ne devrait plus être évalué à l'aune de la procédure. Il n'est pas là pour exécuter. Il est là pour... C'est un stratège. Il doit être proactif. Il doit faire face aux risques. Il doit même profiter des opportunités qu'offre l'environnement. Donc finalement, la discipline qu'on tendait justement à imposer aux gestionnaires, qui apparaît quand même encore quelque peu dans les lois, devrait être relativement relâchée pour permettre aux gestionnaires effectivement d'assumer ce rôle de stratège. Ce que nous avons un peu regretté, c'est que dans cette loi, qu'on ne définisse pas le manager. On a défini l'administrateur, peut-être au regard du rôle qu'on lui attribue, mais le manager est resté celui-là qu'on connaît dans les autres lois comme étant le gestionnaire de crédit. Non, non et non. Le manager, le directeur général n'est pas un gestionnaire de crédit. Le directeur général est un stratège dont la responsabilité est de créer de la valeur et d'amener l'entreprise à un niveau de développement supérieur par rapport à la situation qu'il a trouvée. Et de ce point de vue-là, il était quand même bon, sans vouloir faire de critique au législateur, que le rôle du manager soit bien défini et surtout que ses marges de manœuvre lui soient reconnues. Alors, vous avez certainement vu l'ouvrage, le dernier ouvrage de Urbain Olanguenawa, non? Oui, je l'ai lu. Ah voilà, qui écrit sur l'urgence d'un nouveau pacte républicain et social, rêve d'avenir pour le Cameroun, mais il consacre tout un chapitre sur les entreprises publiques. Et justement, dans ce chapitre, Urbain Olanguenawa s'interroge notamment sur le fait que
Alors, il écrit, Hubert Langenauer, non? Il faut craindre que le large spectre défini ne soit pas un prétexte commode pour une inflation des créations, là où seule la nécessité pour l'efficacité devrait être la règle. C'est quelque chose, il le dit justement dans ce chapitre 5 consacré au défi d'une gouvernance performante des entreprises publiques et des établissements publics. Donc, il estime qu'on a peut-être un peu trop élargi le champ des entreprises publiques. En fait, il faut dire que le législateur n'a peut-être pas voulu être très limitatif pour laisser la possibilité, justement, à l'ensemble des opportunités qui pouvaient se présenter à l'environnement. Il évoque, M. Langena évoque un ensemble de problématiques dont certaines trouvent réponse dans la loi et peut-être d'autres moins. Lorsqu'il évoque, par exemple, dans son ouvrage, la préoccupation d'une cohérence et d'une complémentarité entre ces entreprises publiques, c'est de mon point de vue, c'est une problématique importante. Nous avons, j'ai dit 184 entreprises et établissements publics. Il est bon de voir comment est-ce que ces entreprises cohabitent pour servir un objectif global. Il serait peut-être bon pour certaines d'entre elles, il y a des entreprises qui ont été créées dans les années 70, 80, 90. Entre-temps, l'administration publique a été traversée par un ensemble de crises. Est-ce qu'elles sont toutes pertinentes encore? Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles qui devraient être créées? Est-ce qu'il n'y en a pas qui devraient fusionner? Je pense que c'est une problématique intéressante. C'est vrai qu'elle se pose pour les entreprises publiques. Elle se pose également pour l'administration publique de manière globale. C'est une cohérence qui est une cohérence de bon sens qui devrait être justement adressée. Alors, Hubert Langenauer on relève aussi qu'il faut privilégier la compétence dans les choix des dirigeants. Alors, c'est un aspect peut-être beaucoup plus politique. Non, même pas. Parce que dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, en ce qui concerne la stratégie, la gouvernance et la gestion stratégique de l'État, c'est une position qui est affirmée dans ce document. C'est que c'est la compétence qui doit désormais guider le choix des personnes, qui doit également guider la sanction des gestionnaires. Je pense que de ce point de vue, manager, de ce point de vue-là, il revient simplement, il insiste simplement sur ce qui est déjà dit. Sauf que c'est souvent dit dans les documents, c'est souvent dit dans les discours, et peut-être c'est une interpellation importante. C'est pour ça que c'est loi. Et cet ouvrage, permettez-moi de revenir sur l'ouvrage, est suffisamment pédagogique et permet justement aux acteurs qui sont impliqués et surtout invités à gérer les entreprises publiques. Cet ouvrage est intéressant en ce sens qu'il indique justement la voie à suivre. Quand vous prenez cet exemple-là, on relève dans l'ouvrage que l'une des préoccupations qui peut être une préoccupation importante, c'est que tous les principaux acteurs, les acteurs stratégiques, à savoir le directeur général adjoint, le président du conseil d'administration et l'ensemble des membres du conseil d'administration tirent leur légitimité d'une seule autorité, le président de la République. C'est lui qui signe les actes. Dans le document, il y a des procédures qui sont implicitement évoquées, notamment on dit 6 mois avant la fin du mandat du directeur général, le président du conseil d'administration prend un acte pour informer, etc. Mais on se rend quand même compte que le fait de ne pas avoir cette hiérarchie également de pouvoir peut être bloquant pour l'entreprise. Et il serait peut-être bon de décentraliser un peu le pouvoir pour que les décisions se prennent à certaines. Mais c'est un choix du législateur, un choix qui est respectable. On attire simplement l'attention sur le fait que dans la gestion, dans le cadre de la performance, il est bon que le pouvoir soit relativement réparti et que les gens rendent simplement compte de leur responsabilité des résultats qu'ils produisent. Alors, un autre point soulevé par le ministre Langenauer, c'est la question de l'encadrement de la rémunération